Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir, à mes côtés comme d'hab, Gab le fiable. Salut, ça va? Bien, tranquille. Ce soir, on va parler de Everything, Everywhere, All at Once, un film que c'est moi qui ai choisi d'abord. Euh, et en fait, j'ai choisi parce que il y a eu une question traditionnelle avant quand on faisait l'émission qui était de savoir est-ce que Thomas t'as pleuré en regardant le film. Ça m'arrive assez souvent de pleurer en regardant des films, et les deux films dont on a parlé pour l'instant dans l'émission, c'est des films qui m'ont pas fait pleurer, alors que celui-ci, c'est un film qui me fait beaucoup pleurer, enfin qui me fait pleurer à chaque fois que je le vois. Et voilà, c'est un des films que j'ai vu qui est sorti les dernières années qui me plaît le plus. Là, t'as repleuré? Ouais, toujours à chaque fois. Toujours. Pas toujours au même endroit. Toi, t'avais déjà vu le film aussi, mais vite fait, ton avis pour les gens qui veulent un avis avant les spoilers, on va dire. C'est vraiment un film qui me parle. Ouais. Ouais, vraiment, quoi. Donc, ouais, non, c'est... je l'ai revu, j'ai encore eu un grand plaisir à le revoir, quoi. C'est tout simplement parce que ce film est quand même bien foutu. T'as pleuré? Il m'a ému. Ok. Alors, explicitement, justement, quand on entend parler la première fois, c'est plutôt comme un film de multivers un peu absurde. Et il y a ce côté-là, mais ce que ce film est au fond, c'est là où je le trouve le plus intéressant et le plus touchant, c'est que pour moi, c'est aussi un film c'est un drame familial et toute une exploration philosophique d'un point de vue de l'existentialisme. Et je trouve que ça, c'est assez réussi. Ouais, du coup, voilà, je pense que tu as expériencé. Expérimenté. Ouais, un peu de la même manière. Du coup, tu as dû entendre parler d'un film un peu science-fiction, etc. Et puis, Déjà, on connaît... moi, je connaissais déjà les réalisateurs. ouais, les Daniels. D'ailleurs, on a commenté, enfin, on a fait une critique d'un de leurs films. Le seul autre film qu'ils ont fait avant, en c'est tout ça. cas en collaboration. C'est Sarvi Man. Exact. Man. Man, ouais. Avec Daniel Radcliffe et Paul Dano. Exact. Qui est aussi un film complètement barré. Mmh. Limite un peu plus, ouais, un peu. Ah, je sais pas, c'est différent. Différemment, ouais. Mais le pitch est encore plus fou que celui-là. Ouais, j'avoue. Puis il y avait aussi ce côté où t'as cette prémisse un peu loufoque, un peu rigolote, et en même temps un côté très humain, un côté un peu triste aussi. Il y a un côté sous-jacent qui est très dramatique, sous un enrobé d'humour un peu gras et absurde. C'est ça, ouais. D'ailleurs qu'on retrouve bien sûr tout à fait dans ce film-là. Et ouais, non, donc du coup, ouais, c'est ça que je savais pas trop quoi m'attendre. J'avais comme vu les extraits, en fait, le trailer avant, il me semble, mais ça me semblait fou, donc du coup, c'est vrai que ça m'a happé, quoi. Du coup, ça m'a vraiment tenté, donc je suis allé le voir, et voilà, quoi, j'ai pas été déçu. Ouais, parce que, alors, tout ce côté aussi un peu multivers absurde est assez bien géré, t'as tout le côté qu'il faut faire quelque chose d'absurde, pour avoir les compétences que tu reçois de multivers, tu vois. C'est une bonne approche, ça. Pour avoir le pouvoir, acquérir cette compétence, c'est vrai que ça amène à des situations complètement débiles. Notamment quand ils essayent de se foutre un truc dans le cul, quoi. Donc, ouais, c'est juste ça. Donc ça, il tire le truc tellement dans son... Pas aussi sous du ridicule que ça devient vraiment cool, quoi. C'est vrai qu'ils sont très jusqu'au boutiste de leur concept. C'est ça que j'apprécie. Qu'on va pas dans les autres films, on peut dire, tout aussi mainstream, finalement, parce que ça c'est un film mainstream, même s'il est niche, quoi. Genre, il est pas du tout, compliqué à appréhender, ce film. Je pense que tu peux l'apprécier sans te poser trop de questions, mais qu'il a justement aussi une profondeur suffisante pour pouvoir s'en poser. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très pop. C'est ça que je veux dire. C'est un film très pop, c'est des rêves des rêves relativement connus, et les tenants et aboutissants du film sont très vite compris, quoi. Globalement, enfin, tu connais les fils, la narration est quand même relativement, malgré le fait qu'il y ait des multivers, il est relativement linéaire et facile à comprendre. D'un point de vue explicite, oui, je suis d'accord, mais en même temps, pour moi, où il y a plus à creuser, où ça peut être plus compliqué, c'est de se dire, en fait, et voilà, c'est la fameuse question que tu te poses quand tu vois Total Recall, c'est est-ce que ça se passe tout dans sa tête? Et est-ce que dans ce film, ça se passait pas tout dans la tête d'Evelyn? Et qu'en fait, ce multivers, il n'existe pas, juste sa manière de gérer le fait qu'elle est submergée par plein de choses qu'elle a à faire, partout, par everything, justement. C'est ce que tu vois au début, où elle est en train de faire ses taxes, et t'as son mari qui lui demande, mais Evelyn, qu'est-ce que tu fais? Evelyn, tu penses à quoi? Ça fait, wow, everything. C'est qu'elle est submergée par ça. Et... alors, il y a aussi cette idée derrière qui est qu'elle aurait des troubles de l'attention. Apparemment, c'était des intentions des réalisateurs. Et Daniel Kwan, alors c'est deux réalisateurs, comme on a dit, les Daniels. Daniel Kwan a apparemment découvert, pendant qu'il faisait des recherches sur ce film, que lui avait un trouble de l'attention.
Et donc ça peut être une métaphore de ça un peu aussi, tu vois. Ce côté très dispersé, Mm. et qui du coup arrive pas à se centrer dans sa vie, tu vois, à se... Bah, elle essaie de s'échapper de sa vie n'apprécie pas vraiment. Mhm, Donc c'est un peu ça, un peu l'histoire du film, quoi. Globalement, c'est c'est ça. Hein. comprendre pourquoi enfin, déjà savoir qu'elle aime pas trop sa vie, et puis essayer de comprendre pourquoi sa vie ne lui plaît pas. Et après, Mhm. Elle souffre, et puis les gens autour mm, d'elle souffrent aussi, quoi. Son mari, qui, dès le début, on voit qu'il divorcer. veut divorcer, qu'il veut faire une demande de divorce. Pas sûr si s'il veut divorcer, parce qu'après, tu vois dans les dialogues, il dit, ben, Byron à l'église, parce que, Oui, non, voilà. mais je pense qu'il veut plus faire réagir sa C'est ça, femme. Enfin, exactement. faire comment dire, comment dire, c'est quand on fait une fête là, Une une intervention. intervention, voilà. Mhm. Ouais, une Une intervention, alors. fête. Non, lui faire, ouais, non, pas Je une, vois ce que ouais. tu veux dire. Mais tu sais, je vois, t'as toujours les séries là, il y a intervention, hop, Mhm. avec le panneau et C'est ça, les il veut banderoles. lui faire avoir un sursaut, quoi, C'est un peu. ça, ouais. Il y a un Mhm. électrochoc. Parce C'est que c'est ça. ça qu'elle est un peu dans sa routine, et puis elle, je crois que c'est un peu comme des œillères, et elle se rend plus compte de ce qui se passe autour d'elle, quoi. Même si, c'est vrai qu'on voit qu'elle se rend compte que c'est plus, que sa relation se délite avec sa fille, mais c'est pas Mhm. comment lui communiquer. Grave. Puis son mari, elle l'oublie complètement, quoi. Elle fait que Mhm. lui gueuler dessus lui reprocher des choses. C'est ça, elle considère que... C'est un manque à rien. Ouais, voilà, puis c'est elle qui lui sauve sa C'est vie, ça, celle qui limite, tient tu vois. tout, alors que non, en fait, c'est plutôt le mari qui fait tenir la famille, quoi. Puis ouais, voilà, bah, le conflit principal dans le film, c'est justement entre elle et sa fille, en tout cas, Mm. sa fille d'un autre univers, ou en tout cas, l'image qu'elle a de sa fille, qu'ils appellent dans le film Jobu Topaki, qui apparemment pourrait avoir une signification, mais d'après les réalisateurs eux-mêmes, ils disent non, on a juste mis des sons les uns après les autres, et Ils puis... étaient bourrés, ils ont fait une fête. c'est un peu ça. C'est ce qui est ressorti de leur brainstorm, entre guillemets, c'est ça. Voilà. Et ouais, c'est ce personnage vraiment chaotique qui a justement maximisé un peu ce truc de toutes les opportunités que Evelyn, elle, a échoué dans sa vie. Enfin, c'est la manière qu'elle elle a de voir le truc, en tout cas. Mm. C'est ce que lui dit le multivers, c'est qu'elle a tout échoué et que ça la rend un peu exceptionnelle et que elle a poussé tellement sa fille dans cet autre univers, dans le Alphaverse, d'où Mm. vient Alpha Waymond, qui est le mec qui lui fait découvrir le multivers. Elle a tellement poussé sa fille à se dépasser que ça lui a craquelé l'esprit Mm. et qu'elle est devenue un personnage très nihiliste. C'est aussi, C'est ça. ça c'est aussi un truc philosophique important dans le film. Elle s'en fout de tout. C'est ça, c'est Elle que ressent rien n'a plus rien. d'importance. Ouais, Ouais, elle exactement, ouais. ressent plus rien. Mm. Rien n'a d'importance. Nothing matters. C'est ça, et pour moi, ça c'est un truc qui est vachement aussi attaché à la dépression, Mm. en vrai, parce que bah voilà, moi j'ai été en dépression pendant pas mal d'années, et c'est un truc où je me suis un peu retrouvé. Le laisser aller. Ouais, en tout cas, l'apathie, parce que si t'es pas apathique, tu souffres, tu vois. Et puis, cette manière qu'elle a aussi de dire que tous les moments, finalement, les moments positifs n'ont pas d'importance, parce qu'ils ne durent pas, en fait. Mm. Et toute la morale, plus vers la fin du film, c'est que bah, justement, c'est ça qui est important. S'il n'y a pas une grande importance cosmique du tout, si t'as justement ce côté un peu nihiliste, bah, ce qui a de l'importance, c'est ce à quoi toi, tu donnes l'importance, c'est les petites choses de la vie que justement Evelyn ne voit pas au début. Mm. Tu sais, bah, elle s'énerve contre son mari qui met des yeux rigolos partout. Alors que bah, c'est pas grave, il essaie juste de rendre les choses un peu plus. Il commence à danser avec son client, là, aussi au Mhm, début, dans la dramatique. mhm. Puis à chaque fois, elle soupire en le voyant, que c'est un. Ouais, C'est un guignol, quoi. ouais, c'est ça, hein, qu'il est, comment dire, un enfant encore, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que moi, un truc que j'ai trouvé vachement touchant, c'est le personnage de Waymond, justement, de ce portrait positif d'un personnage bienveillant, un personnage masculin aussi bienveillant. T'as la femme qui est froide et qui est celle qui va résoudre les choses en se battant physiquement et en étant confrontationnel dans la vie aussi. Et lui, sa manière, et c'est ce qu'il explique après, sa manière de se battre, lui, c'est en étant positif et en faisant des choses positives envers les autres. I don't know. The only thing I do know is that we have to be kind. Please, be kind. Especially when we don't know what's going on. Et comme il dit, je suis pas naïf, j'ai vécu aussi longtemps que toi sur cette terre, mais ça, c'est ma manière de me battre. Et je pense que ça, moi, c'est un des premiers trucs qui m'a fait pleurer dans ce film, c'était ça. C'était cette idée de remettre à sa place, on va dire, la bienveillance, la positivité, etc., comme étant, Gentillesse. ouais, voilà, comme étant la gentillesse, comme étant la bonté, même, j'ai envie de dire, comme étant quelque chose
d'utile et de pragmatique, en fait, et pas juste de la naïveté. Ce qui est un truc qu'on voit trop souvent. On est dans un monde relativement cynique, tu vois. Ouais. Et ça m'a fait énormément de bien de voir ça, et notamment porté par Ki Kwan, qui est, je trouve, aussi. Bah, il est parfait, hein. Ouais, Parfait ouais. dans ce rôle, hein. Il a cette douceur qui marche trop bien, quoi, tu vois. Quand tu le vois pleurer, bah voilà, moi ça me touche énormément. Quand tu le vois rire, ça marche très bien aussi, tu vois. Quand t'as les flashbacks où ils ont leurs moments ensemble, où ils ont passé des petits moments rigolos, etc. Tu dis, ah putain, c'est vrai il a l'air super à avoir dans sa vie, ce mec-là. Donc, ouais, j'ai trouvé. Ouais. C'est un des premiers trucs, ouais, qui m'a touché dans le film, dans les premières fois que je l'ai vu, quoi. On parlait un peu de Joy, qui est donc sa fille, qui est Joe Butopaki dans le multivers. Dans le Alpha Alphavert, World, ouais. Ouais, qui donc voilà, dans l'alphabet à la base, mais en même temps, elle est connectée à toutes ces réalités, oui, justement. oui. En gros, elle a encore plus conscience d'Evelyn. En fait, Evelyn a cette crainte de. Elle a une conscience de ce qu'elle aurait pu faire, mais elle le voit comme des échecs qu'elle n'a pas pu faire. Et Joy ou Joe Butopaki a cette conscience et se dit, mais même si je pouvais faire tout ça, ça n'aurait aucune importance, quoi. Et une des particularités qu'il a aussi, ce personnage, c'est qu'elle est. Alors, c'est aussi une particularité, c'est que c'est des immigrants, Evelyn et Waymond, Mm. et que leur fille est fille d'immigrants. Et il y a aussi cette question de racines et de parentalité qui est vachement La présente. génération aussi. Exact, ouais. La question du trauma générationnel, ouais, justement. Tout ce côté elle pousse sa fille, en fait, à être forte en tout, jusqu'à ce qu'elle craque. Bah, c'est un truc de ses regrets à elle, en fait, elle les fait Ouais. passer, elle les transporte sur C'est sa un fille, tu vois. transfert, c'est un transfert. Exactement. Elle transfère ses échecs sur sa fille pour qu'elle Mhm. réussisse. Et puis, aussi de la relation qu'elle a avec son père, dont on n'a pas encore parlé, Mm. qu'ils appellent Gong Gong. J'imagine que ça doit être une manière de dire papy Ouais, c'est ça, c'est en cantonais, un terme affectif. j'imagine. Ouais. Ou alors c'est son nom et je suis en train de raciste. Mais qui lui aussi il est très froid avec elle. D'ailleurs, il y a un truc qu'elle refait comme son père, c'est elle sait pas exprimer son affection, elle exprime par la négativité, Ah, tu ouais. vois. Joy est aussi lesbienne. Mm. Et un des premiers trucs, elle a un dialogue avec sa copine Becky, où elle lui dit, ouais, de toute façon, ma mère, t'inquiète pas, elle va encore te dire, elle va être énervée, elle va encore te dire que t'as grossi ou je sais pas quoi. Puis Becky lui répond, ouais, mais tu m'as dit que c'est comme ça qu'elle exprimait son affection. Ce que je trouve assez bien pensé dans le truc du film, parce que après, quand t'as Joy qui se barre, t'as sa mère qui la rattrape et dit, Joy, attends, faut que je te dise quelque chose. Faut que tu manges mieux. You are getting fat. Un accent très. Ça, qui coupe, quoi, justement, aussi. Et qui ressort aussi à la fin dans leur dernière scène, quoi, tu vois, cette histoire de. C'est vrai que tu grossis, tu vois. Même au moment où elle s'ouvre, ça n'empêche pas qu'elle pense quand même tous ces trucs qui sont une manière d'exprimer de l'affection d'un parent qui sait pas le faire autrement, tu vois. Mm. Et c'est aussi quelque chose où moi je me suis retrouvé, parce que c'est vrai que c'est une difficulté que j'ai eu personnellement dans la communication avec mon père, qui est pas quelqu'un qui s'exprime très bien sur les sentiments et ça va mieux maintenant. Et c'est quelqu'un qui a été beaucoup critique de moi dans ma vie, de mes choix, je pense que, mais parce qu'il s'inquiétait pour moi, Mm. parce qu'il en avait quelque chose à foutre en fait. Et j'ai trouvé ça bien maîtrisé dans ce film, d'amener ça, cette difficulté, et en même temps de l'humaniser aussi, tu vois, de montrer que c'est pas évident pour la mère non plus, tu vois. Je crois que c'est parti de là. En plus, je crois que les réals, ils avaient tous les deux réals avaient des soucis de relation avec leur maman, je crois. Donc, c'est Ok. pour ça, je crois que c'est venu de là aussi, cette manière cette relation, en fait, mère-fille dans le film. C'est qu'eux-mêmes, ils ont aussi un peu ce background. Ils ont connu ça, quoi. Ils sont un peu tirés, c'est un peu tiré de leur vie. Ouais, j'avais vu qu'ils avaient voulu faire un truc sur, en gros, la génération de leurs parents aussi, Mm. quoi. Mais il y a une critique que j'ai vue un peu en mode négatif qui était, c'est un peu un film où les millennials fantasment que leurs parents s'excusent à eux de pas avoir des assez bons parents. Oui, ouais. Et pour moi, oui et non, parce que dans le sens, elle s'excuse pas à la fin. Justement, elle lui dit, You are getting fat. Tu vois. Et c'est vrai que t'appelles jamais. Mais oui. Mais c'est vrai qu'elle. Elle fait quand même une sorte de mea culpa d'une certaine manière, quoi. Elle sait très bien qu'elle a un peu des problèmes de communication, la dame, quand même. Mhm. Donc, elle s'excuse de ça, en tout cas. Mhm. Mais elle n'en pense pas moins. Voilà, c'est ça. Et je crois que l'un dans les phrases très fortes qu'il y a dans ce truc-là, c'est que justement, elle dit, bah, c'est dur pour moi d'être ta mère, j'en souffre aussi, mais j'aurais toujours envie d'être là, avec toi. No matter what, I still want to be here with you. I will always want to be here with you.
malgré tout ça, et ça, c'est une manière assez juste de gérer le truc. C'est pas, on n'aura pas de conflit, c'est pas, Non. ça va être facile, mais j'aurais toujours envie d'être avec toi. Et ça, c'est ça, en fait, être un parent, au fond. C'est pas être toujours gentil avec ton fils, c'est pas toujours être toujours méchant avec ton fils ou ta fille, bien sûr. Mm. C'est être présent, déjà. C'est déjà le truc Tout à fait. le plus important. Et après, ben, ouais, tu t'apprends à naviguer, quoi, on va dire. Tu navigues à vue. Voilà, c'est un peu ça. Romain à Joy. Ouais, qui du coup, par cette dépression, par la pression que lui a mis sa mère, qu'on trouve à différents moments, tu En fait, vois. elle est complètement perdue. Exactement, Parce ouais. qu'il n'y a aucun point d'attache. Mhm. Parce que sa mère, elle est impossible à communiquer avec elle. Son père, bah, il est trop patient et trop. Il lui laisse le choix, quoi. Trop de choix, peut-être. Il est pas assez cadrant, peut-être aussi. je sais pas. Peut-être. Et du coup, voilà, elle est perdue et elle avance pas, grosso modo. Déjà, de toute façon, je pense qu'en général, être jeune, c'est pas facile, hein, ouais, hein, pour Après, elle est trouver. pas si jeune Pour que se ça non trouver. plus dans le film, quoi. Dans le film, elle a genre 25, quoi. Ouais, je pense, ouais. C'est comme ça, tu vois. Jeune Genre, vingtaine, quoi, je dirais. genre fin du nid, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Donc c'est plus si jeune que ça, je veux dire. C'est ça, c'est pas. Non, mais t'es quand même paumé souvent Oui, à oui, cette non, époque-là, bien sûr. quoi. Surtout ça, si t'as pas trouvé ta voie, c'est sûr. Tu peux être paumé longtemps, quoi. Mhm. Et je crois que justement, cette idée qu'elle avait toutes les voies un peu ouvertes à elle, Mm. qu'elle avait le potentiel d'avoir toutes les voies ouvertes à elle, l'a perdue aussi, d'une certaine manière, C'est quoi. ça. En tout cas, c'est ce qui lui a fait croire sa mère. Qu'elle avait le potentiel de avoir Mhm. toutes les voies ouvertes. Ouais, exact. Et je crois qu'il y a un truc qui passe assez bien dans ce moment-là. Bah, voilà, un des symbolismes du film, du nihilisme de Joy, c'est ce Everything Bagel. Donc c'est un truc un peu à la mode aux États-Unis où tu mets tout sur un bagel. Et là, elle met littéralement tout. Elle met notamment all my hopes and dreams, tous mes espoirs et mes rêves, tous mes anciens carnets de notes. Everything. All my hopes and dreams, my old report cards, every breed of dog, every last personal ad on Craigslist. Sesame, poppy seed, salt. Ce qui est à nouveau appel au fait que bah voilà, sa mère lui mettait la pression pour qu'elle ait du succès, pour qu'elle ait toutes les opportunités possibles, tu vois. Et il y a un peu ce truc. Alors, je suis un peu partagé là-dessus, mais il y a un truc souvent autour de ce film que les gens disent ah mais tu peux vraiment comprendre que ce film que si t'es asiatique américain, tu vois. Parce que bah typiquement, il y a beaucoup de pression sur les asiatiques américains à l'école, tu vois. Genre, en tout cas, ça fait partie des stéréotypes qui C'est sont en ça. partie vrais. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui existe dans d'autres populations. Enfin, c'est clairement quelque chose qui existe dans d'autres populations, tu vois. C'est des choses qu'on a vues, tu vois, au cinéma, on a pu le voir dans Breakfast Club. You think I don't understand pressure, Claire? Well, fuck you! Fuck you! Où il y a ce jeune homme qui hésite à se suicider parce qu'il a eu un B. Et il n'est pas asiatique, hein, il est blond, tu vois. Non, elle a toujours eu des parents qui étaient très exigeants avec leurs enfants, Mhm. qu'importe de quelle communauté ils viennent. Exact. Après, c'est vrai que le stéréotype, c'est plutôt la communauté asiatique dans les pays occidentaux, quoi. Mhm. Il y a certaines choses desquelles je suis passé un peu plus à côté, que j'ai découvert après en faisant des recherches sur le film, qui sont peut-être plus évidents pour des Asiatiques ou des gens qui ont une meilleure connaissance de la culture asiatique. Par exemple, tous les symboles du taoïsme qu'il y a dans le film, que voilà, c'était pas évident. Bah, tu vois, C'est vrai que ça n'a pas échappé, ça. les googly eyes ou bien le bagel sont tous les deux des cercles noirs et blancs, tu vois. Par exemple, un peu comme dans le yin et le yang. Ah, ouais. Ou dans le taoïsme, apparemment, il y a aussi cette question du chaos et de l'ordre qui sont en train de se tirailler l'un et l'autre, et que le film est hyper chaotique, hein, c'est même sa marque de fabrique, on va dire, jusqu'au point où il te perd, honnêtement. Et je crois qu'il y a tout le monde à un moment où tu fais, bon, quand même. Toi, t'as eu un moment comme ça ou quoi? Bah, après, j'étais préparé À l'absurdité, au niveau de l'absurdité, ouais. C'est ça, puis aussi à l'aspect multiverse qu'ils allaient, je pense qu'ils allaient tirer le concept jusqu'au bout du truc, quoi. Donc je m'étais préparé à ça, donc j'étais pas Mhm. surpris que ça soit comme Ok. ça. Mais c'est vrai que parfois c'est un film qui prend le temps. Mhm. Et des fois, c'est vrai que j'ai trouvé que quand le rythme était le plus bas, on va dire, quand c'était moins rythmé, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu. Ouais, on peut avancer, quoi. On peut Ok. avancer. Mais globalement, ça va, non, j'ai pas été trop perdu. Mais je peux comprendre le fait qu'on soit perdu. Bien sûr. Mhm. Bah, le moment où le rythme baisse le plus, c'est le moment dans ces multivers où elles sont des cailloux. Elles ne sont plus que des pierres. Oui. Qui a un moment très symbolique du nihilisme, apparemment qui a aussi du sens avec le Tao, que moi, voilà, hein, si on a des gens dans les commentaires qui connaissent plus, expliquez-nous. C'est dommage, Fabrice, je pense qu'il aurait pu nous en parler, mais bon, il était pris Après aussi, aujourd'hui. c'est un peu le côté aussi, leur humour absurde qu'ils ont aussi. Mais tu vois, Fabrice me disait que c'est le moment qu'il a perdu.
dans le film. Et c'est le moment où le rythme le baisse le plus, en effet. C'est vrai, les pires. Ouais. Et moi, le moment qui m'a un peu fait lâcher l'affaire, c'était le moment justement dont on a parlé du combat avec les butt plugs, quoi. Il essaie de s'enfoncer un truc dans le cul. Ah, alors ça va, les gars, c'est bon là. Enfin, je sais bien que vous allez porter l'absurde jusqu'au maximum, mais bon, en revoyant, ça me gêne plus du tout, tu vois. Et à la fin du combat, il retire les trucs du cul. Exact, ouais. De manière très héroïque, Genre... avec la musique derrière qui est triomphante, etc. Ça, KO. C'est genre. C'est genre. Non, c'était incroyable. Ouais, voilà, puis il y a plein de trucs comme ça. Enfin, je veux dire, tu vois, je peux comprendre aussi si. Et en fait, c'était aussi dans l'intention, mais je peux comprendre aussi si Rakakuni, il se sort du truc, tu vois. La parodie de Ratatouille dans le Surtout truc. que c'est fait en animatronique très grossière, on va dire. Un peu, ouais. Donc, Et, mais il le disait justement qu'une de leurs intentions avec ce film, c'était de perdre leur audience, en fait, de perdre leurs spectateurs. Ah ouais, Au bout d'un moment, ils se perdent. Et pas tout de suite. Il fallait prendre un peu le temps, quoi. Il fallait installer l'histoire, et puis après il Apprendre aux gens comment digérer leur film, tu vois. Ouais, ils installaient le monde, quoi. Puis voilà, quoi, ils sont montés crescendo. Ouais. Puis il a donné une scène de combat bien badass avec Kiwi Kwan et sa banane. Ah oui, mais c'est vrai que la première scène de combat est normale, on va dire. Très Jackie Chanesque, on va dire. Ouais, c'est pas normal, mais oui, mais ouais. c'est genre, les gens connaissent. Ouais, c'est ça où je trouve intéressant, c'est que les références, t'as pas besoin de connaître Jackie Chan pour dire c'est relativement normal, tu vois. Mais pour te dire que c'est cool ou quoi que ce soit. Mais c'est clairement très référencé sur Jackie Chan, ouais. Oui. Après, c'est après aussi le personnage de Jamie Lee Curtis aussi qui. C'est juste, on n'a pas encore parlé. Deirdre Bodeirdre. Qui est aussi très étonnante dans ce rôle-là, parce qu'on n'a pas vu souvent. C'est vrai est-ce qu'elle fait des films comiques? Plus ou moins. Oui, bah, un Poisson nommé Vanda, notamment, que j'ai vu récemment, que j'ai détesté. Mais, le film le plus drôle ever, hein, quand même. Il paraît, c'est vrai que c'est le seul film qui a fait qu'un mec est mort de rire. Alors, j'aime bien John Cleese, mais quand même. Mais voilà, Jamie Lee Curtis, qui joue un peu. En vrai, même True Lies, c'est aussi un peu comique. Oui, mais c'est un peu un contre-emploi, on va dire. Voilà, c'est un peu un contre-emploi dans le sens où elle joue la version la plus moche qu'elle peut. Elle joue aussi avec le fait que, bah, tu vois, elle s'est fait connaître au niveau des références. Justement, elle s'est fait connaître, elle, par la série de films Halloween, je crois. Et là, c'est elle qui joue le monstre. Et elle le fait très bien. Elle est terrorisante. Ouais, franchement, quoi, avec ses cris et ses. Etc. Ça dégaine. Exactement, ouais. Et puis c'est elle un peu apparemment qui a choisi son costume aussi, en partie en tout cas. Donc il y a. Ouais, j'ai trouvé très fun. Mais d'ailleurs, c'est elle qui a. Alors, c'est un film qui a raflé pas mal de prix. Ça, pour le coup, ils ont fait une razzia. C'est ça. Notamment aux Oscars. Et c'est Jamie Lee Curtis qui a eu le prix du meilleur second rôle. Plutôt que Stéphanie Sue, qui joue Joy. Et je dois avouer que je suis pas d'accord. Je la trouve incroyable, Stéphanie Sue, dans ce rôle. Ouais, mais le cast est très bon. Donc, ouais. Je redécouvre à chaque fois que je revois le film. Au début, j'ai vraiment adoré Kiwi Kwan. Après, j'ai découvert un peu plus Stéphanie Sue, à quel point je la trouvais excellente dans son rôle. Et la dernière fois que j'ai vu, j'étais putain, mais c'est vrai que Michelle Yeoh, elle est vachement drôle, quoi. Dans les moments comiques, elle est vachement douée. Et c'est pas un truc qu'on la voit faire, notamment, d'habitude, non plus au cinéma, tu vois. Elle qui a commencé, comme c'est un peu dans le film, dans les films d'action hongkongais, notamment avec Jackie Chan, quoi. Et Samolo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sammo c'est son nom dans la série. Oui, dans le classique de Shanghai. Ouais. Donc on évoquait un petit peu ces multivers, et notamment celui où elle est actrice. Alors ça se mélange un peu, hein. Il y a plusieurs versions de ça, mais il y a cette version où elle apprend le kung-fu et du coup elle devient actrice, et puis selon des fois elle fait du kung-fu du petit doigt. Avec le gros biceps. Voilà, le biceps du petit doigt. Et ça, à nouveau, c'est dans les effets pratiques, c'est aussi fait avec un effet pratique en vrai. Ils ont mis une main mécanique avec un truc qui gonfle tout près de la caméra et tout. Enfin voilà, il y a beaucoup d'effets, pas que Rakakuni, qui sont faits de manière pratique dans ce film. Et où elle a cette espèce de sensei, de shifu plutôt pour utiliser le mot chinois, qui est assez cliché aussi, qui peut faire penser à Kill Bill, mais qui fait sans doute penser aussi au film que nous on connaît pas très bien, tu vois. Ou peut-être toi tu connais mieux que moi, mais. Pas forcément, mais c'est vrai qu'il y avait ça a un côté un peu cliché aussi du sensei. Ou Sifu dans des films qui apprend justement une perruque, ça se voit trop que c'est une perruque, quoi. Justement, c'est ça le Sifu qui la sauve d'une ruelle sombre, d'une agression qui la prend sous son aile pour l'apprendre le kung fu. Elle la sauve de Daniel Kwan, le réalisateur. Ah ouais. C'est un de ses caméos. Parce que l'autre Daniel, il apparaît plus tard, ouais, en mode BDSM. Exact. Exact. Et là, du coup, il y a plusieurs embranchements, justement, donc celui du petit doigt. Puis il y a aussi un embranchement où elle devient star du cinéma, où ça reprend des images d'archives de Michelle Yeoh, exactement. Donc il y a ce côté méta qui marche assez bien. Ouais, c'est très bien amené. Qui est aussi utilisé plus tard dans le film, justement, où elle se retrouve à regarder elle-même Everything Everywhere All At Once, où il y a une fausse fin du film, quoi, etc. Et c'est assez...
Encore une fois, dans le but de toujours de perdre le spectateur. Quoi. Exact. Parce que c'est ce générique en plein milieu du film, tu te dis, mais. Après, juste après que le personnage principal meurt, était là quand même pas. Et on peut finir de manière aussi glauque. Et non. Et puis dans cet univers-là, c'est aussi le film, c'est aussi l'univers. Elle est devenue star parce qu'elle n'est pas partie, elle n'a pas suivi Waymond aux États-Unis. Et lui aussi est devenu une star, on ne sait pas trop de quoi, mais il est Après, il est en, devenu riche. voilà, il est en smoking, etc. Et il se retrouve ensuite, après ce moment-là, elle part en courant dans la rue parce qu'elle est perdue entre ces différents univers dans sa tête. Et puis il se retrouve à se parler dans la rue, et c'est là il y a un moment assez hommage à Wong Kar-wai et notamment à It's a Mood for Love. In the Mood for Love, merci. Notamment dans la manière de filmer, dans l'interaction des personnages, etc. Et il y a tout un speech que. Alors, ça se croise avec l'autre speech de Waymond qui donne dans un autre univers. Mais il y a tout ce speech de. C'est l'univers où ils n'ont pas eu leur fille. Et c'est aussi dans cet univers où on voit jamais de Joy. On voit jamais de Joe Butopaki parce qu'elle n'existe pas dans cet univers. Et en gros, elle dit, mais j'aimerais trop vivre dans cet univers, j'aimerais trop avoir ce succès. C'est un peu l'univers qu'elle voit. Elle dit à son mari, j'étais dans un univers où j'étais pas avec toi. C'était trop bien, j'aurais trop aimé que tu vois ça, quoi. Ce qui est horrible, on va dire à son mari. Mais ça partait d'un bon sentiment, en fait. C'est pas du tout pour couler son mari, en fait. Non, pour elle, mais... parlait pas plus de elle que... Voilà, mais justement, sans parler de l'intention, ça me démontre quelque chose de ce qu'elle pense, de ce que vaut sa vie, tu vois. Et il y a cette discussion avec ce Waymond de cet univers costume cravate, on va dire, enfin smoking, qui fait ce speech qui lui explique justement que c'est comme ça qu'il se bat, en étant bénéfique, en étant bienveillant. Et il lui dit aussi, mais dans une réalité alternative, j'aimerais beaucoup faire des lessives et m'occuper des impôts avec toi. 我想告诉你，如果有来生，我还是会选择和你一起报税、开洗衣店。Et je trouve que c'est une des phrases les plus romantiques du cinéma pour moi, personnellement, parce que je trouve que c'est tellement plus réel en fait dans ce qu'est la réalité. Après, t'as les autres personnes qui peuvent dire que c'est un peu cucu. Ouais, si on veut. Bah, pour moi, tu vois, dans les trucs romantiques, c'est toujours un peu cucu, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais au moins, là, ça t'attache une réalité, en fait. Ça évite que. Ça va avec le thème du film, d'éviter de penser que ta romance, elle doit ressembler à Titanic. De toute façon, dans Titanic, il meurt, machin. Donc voilà. Mais dans plein de films, c'est comme ça. C'est des trucs hyper dramatisés, hyper dramatiques, hyper grandiloquents, alors qu'en fait, bah, dans la réalité, l'amour, c'est aussi naviguer le quotidien ensemble avec les choses difficiles que ça inclut et juste être là l'un pour l'autre, quoi. Et honnêtement, je trouve ça vachement beau de simplicité. Et c'est tout le message du film, justement, que on trouve la beauté dans la simplicité et pas en imaginant tout à quel point notre vie aurait pu être romanesque, en fait, quoi. Bah justement, au début du film, justement, il y a la télé dans la romantique, elle bug sur ce côté un peu romanesque et épique du film. C'est parce qu'elle tombe sur un film justement d'époque indien, je crois, ou non, je sais pas, en tout cas, un film de costume. Il y a une femme indienne et un homme ouais, c'est ça, puis ça britannique, chante, parce que ça voilà, chante, et c'est une grande histoire d'amour, un peu comme on faisait dans les vieux films, genre Autant porte le vent. Et là, justement, elle bug devant cette télé, justement, c'est ce qu'un peu elle se projette. C'est ce qu'elle aurait voulu avoir comme vie, quoi. Une vie romanesque, épique et tout ce qui va avec. C'est ça, c'est un idéal qu'elle a, hein, exact. Mais c'est vrai que tout le film, en fait, elle se concentre sur elle, quoi. Elle est tellement égocentrée qu'elle ne se rend pas compte que. Voilà, quoi. De ce qu'elle a, quoi. De ce qu'elle a, ouais. De ce qu'elle a acquis, même si elle a, entre guillemets, que des échecs. Ouais, parce qu'elle a réussi, d'ailleurs, un des dialogues qu'il y a au début, c'est avant que Gong Gong il entre en jeu. En gros. Son mari lui dit en fait on a un business qu'on a réussi, on a une fille qu'on aime, etc. Mais c'est pas ça qui va voir mon père. Tu vois, et je crois qu'il y a toujours cette idée justement de décevoir les parents. C'est ça, et puis de décevoir les espoirs qu'ils ont mis sur toi, de décevoir finalement l'image qui t'ont fait penser de ce que tu devais être, quoi, tu vois. Et c'est pas évident. Je trouve que c'est vachement intelligemment illustré dans plein de manières différentes dans ce film. C'est ça qui est intéressant, c'est que si tu le regardes au premier abord, tu dis « Ah, mais quel bordel !» Et en fait, presque tout a son sens, quoi. Ça, je trouve ça hyper impressionnant de maîtrise, en fait, pour un truc comme ça, quoi.
Non, c'est bien pensé. Hein. Hmm. Même les transitions, des fois, de scènes et tout, c'est fou, quoi. Je pense qu'au niveau du montage, ils ont bien dû se casser la tête pour gérer le bordel, quoi. Je crois que on peut considérer que c'est un film d'auteur, je pense. Ouais, ouais. Même si je crois que le projet de base, c'est pas eux qui devaient le faire. Je crois que c'est les Ok. frères Rousseau, il me semble. Que tu as vu, ils sont producteurs du film. Ils sont producteurs, ouais. Je crois que c'est les frères Rousseau qui devaient le faire. Ok. Donc c'est Non, pas je crois eux- pour moi, c'est un projet à eux qui sont depuis C'est vrai 2010, genre. Ah, mais d'accord. Parce qu'il me semble Ouais. que c'est les frères Rousseau qui devaient le réaliser. Ok, ok. Peut-être je me trompe. Hein. Non, j'ai pas vu ça, mais Peut-être je me regarde. trompe, et du coup ça a changé entre temps, parce que aussi c'était Aquafina qui devait faire Joy de base. Ouais, j'ai vu ça, j'aime bien Aquafina, mais... Aquafina, on dit Aquafina. Ouais, c'est pas grave. Et. Aquafina Aquafina. Mamma mia Bien sûr, elle vient d'Italie. Ça, on peut considérer que ce film c'est un film d'auteur, quoi. Donc, Ouais, clairement. je pense qu'ils ont globalement tout géré de A à Z, quoi. Au niveau du scénar, je pense qu'il Mhm. est réalisé. Et après, je sais pas, après, sur les autres trucs, je pense. Bah, justement, ça m'a pris une dizaine d'années quasiment à passer de l'idée à réaliser le film et à le sortir, quoi, tu vois. C'est vrai, parce que c'était même, ils ont pensé ce film-là avant. Vers 2010 à peu près. ils C'est disaient, ça, ouais. Army Man. Ouais. Mais, et puis justement, avec les années, en voyant qu'il y avait eu Rick et Morty qui s'intéressait à la série d'animation Rick et Morty, qui s'intéressait à la fois au nihilisme, à des trucs du multivers, etc. Ils se sont dit, bon, ils ont dit d'arrêter de regarder Rick et Morty parce que ça les énervait en gros, quoi. J'ai l'impression de appliquer l'idée. Après, il y a eu Spider-Man to the Spider-Verse, Ah, tu mais vois. c'était à l'époque multivers. C'est ça. Il y a eu 2 ans, il y avait plein de films sur les multivers. Ça, Mhm. donc, Et il est bien tombé parce qu'il est rafraîchissant, parce qu'il touche ça d'une manière beaucoup plus humaine que beaucoup d'autres, tu vois. Bah justement, c'est un prétexte, c'est ça qui est intéressant dans la science-fiction, souvent, c'est que le truc magique, entre guillemets, le truc technologique, l'idée qui sort de cet univers, en fait, n'est qu'un prétexte pour un truc hyper humain. Et c'est généralement ce qui marche aussi, quand les super-héros, ça marche, c'est pareil. Non, mais surtout, Ça ferait des êtres il humains, en exploite bien cette idée de Mhm. multivers. Parce que si tu prends Spider-Verse, bon, ça que le dessin animé, ça va. On va dire. Ah, tu dis, ouais, Mais le film, tu vois, c'est juste un prétexte pour faire du fan. No Way Home? Non, c'est le premier, ça. Non, c'était Homecoming, le premier. Ouais, ok, d'accord. Ils font chier avec leur code. Chier, ouais, c'est vrai que- Mais oui, c'était très... Là, c'est plus pour pour faire faire du fric, ouais. du fanservice, pour rassembler tous les anciens, tu vois. Donc, il n'y a aucun. Ouais, Il y a assez peu de profondeur c'est ça, émotionnelle. et du coup, moi, ça m'a pas trop plu, globalement. Mhm. Ça m'a plus embêté qu'autre chose, quoi. Mhm. Donc, Bah, souvent, c'est ça, c'est presque ça, c'est un peu comme. Je pensais quand on était gamin et qu'il sortait un film Batman, t'avais Batman version glace, Batman qui a un lance-flamme, Batman ci, Batman ça, que tu ne voyais pas nécessairement dans le film, tu vois. Mais ça fait un peu penser à ça, souvent, les films de multivers, de super-héros ou trucs comme ça. C'est une manière un peu de mettre le plus de trucs possible que tu peux c'est vendre ça, des jouets, juste, quoi. juste pour le rendre un peu fun et impressionnant, mais rien de plus, quoi. Mhm. C'est que pour l'action, on va dire. C'est ça, et là c'est une manière d'explorer finalement la psyché de quelqu'un, quoi. Et d'ailleurs, il disait un truc que j'ai trouvé. J'avais pas pensé à ça, mais il parlait du fait que c'était pour eux aussi symbolique de l'Internet, en fait, où on est tout le temps hyper connecté à des vies qu'on n'a pas. Typiquement, bah, les gens, on parle souvent des gens qui vont sur les réseaux sociaux et qui voient des influenceurs qui sont très riches à Dubaï ou je sais pas où, qui les envient, et en fait, du coup, ils s'imaginent des vies ils s'idéalisent des vies qu'ils pourraient avoir, tu vois, qui bien sûr correspondent pas à la réalité. Et du coup, ils oublient d'apprécier celles qu'ils ont déjà et ce qu'il y a autour d'eux et des petites belles choses. Bien sûr que la vie n'est pas toujours belle. Comme il dit Waymond, j'ai vécu autant de jours que toi sur Terre. Je sais bien que c'est parce que je vois les belles choses que je sais pas qu'il y a des choses moches, quoi. Mhm. Je trouve assez pertinent, ouais, cette idée de dizaine de multivers à nouveau pour représenter cette infinie potentialité finalement que représente, en tout cas dans notre tête, l'Internet, tu vois. Où tu peux vivre d'autres vies, finalement. Ouais. Mais c'est faux. C'est qu'une illusion. Et on a évoqué rapidement Rakakuni. Ça part d'un gag où... What? Rakakuni. You know the one with the chef? And he makes bad food. Pui. And then this raccoon sit on his head. Ooh, control him. And then he cooks good food. Do you mean Ratatouille? Ratatouille? I like that movie. qui apparemment est assez du vécu pour des gens qui sont enfants de migrants qui à la base sont pas anglophones. Bah toi qui es enfant de migrants qui à la base sont pas francophones, peut-être tu as vécu des choses un peu similaires, mais qui disent qu'il y a beaucoup de leurs parents qui ratent juste un petit peu le nom du film, tu vois. Genre j'ai vu un témoignage où un des mecs qui a fait la musique du film, le groupe Sonlux, il disait que son père il appelait James Bond, il l'appelle 007. Tu vois, il y a 007. Et donc Rakakuni, quoi. Et donc il y a un peu ce truc de vécu. Je sais pas si toi t'as un truc que t'as vécu avec tes parents. Tes parents parlent très bien français maintenant, mais je sais pas si ça a toujours été le cas.
me rappelle de mon père qui l'appelait Cyndi Lauper, Cynthia Lopez, tu vois. Donc, voilà, Cynthia Lopez, ouais, pas mal. voilà. Donc, des choses comme ça, ouais. Oui, voilà, juste à côté, tu vois qui Ouais, parle, mais c'est juste c'est à côté ça. du truc, quoi. C'est la chanteuse, ouais, bien sûr. Et après, donc, elle se retrouve dans cet univers de Rakakuni avec ce machin en animatronique. Et c'est complètement absurde parce que ça fait aussi penser justement à ce genre de truc qui existe. C'est là où moi je me dis que ça se passe dans sa tête. C'est que c'est le genre de trucs qui ont du sens que dans la tête de quelqu'un qui a pas bien compris et pas dans un autre. Alors, j'ai bien dans un multivers, en théorie, tout est possible et tout peut exister. Mais là, ça paraît quand même très spécifique à ce qu'elle imagine, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, la première fois qu'elle mentionne Rakakuni, c'est quand elle essaie d'expliquer ce qu'elle vit en fait. Oui, Ce que qu'elle Joy vit, est en train d'être piloté Ouais, par un c'est truc ça. d'un autre univers. Ouais. qu'elle confond justement Ratatouille et puis elle le transforme en Rakakuni. Mhm. Donc oui, après je pense que je pense que c'est plus pour dans l'aspect comique, le comique de répétition. Parce que j'ai l'impression que dans ce film tout est un fils de Chekhov. C'est-à-dire Ouais, ok. rien n'est fait, tout ce qui est dit à un moment donné, ça réapparaît à un moment donné. Après on peut revoir le film puis essayer de jouer à ce jeu-là. Pas sûr que ce soit très marrant, mais en tout cas j'ai l'impression que tout est un fils de Chekhov et Il y a puis beaucoup de trucs comme ça, en tout cas. Ouais. donc tout ce qui est dit à un moment donné, ça réapparaît d'une autre manière par la suite dans le film. Mhm. Et là justement, je pense que c'est voulu faire une ref, une auto-ref en fait. Ouais, sans doute un peu. Et puis, bah, il y a un petit détail simplement que je trouve assez drôle. C'est que tu sais, t'as un moment où t'as. Je crois pas qu'il a le nom, le chef qui a Rakakuni sur la tête. Ils sont dans la cuisine et puis ils chantent ensemble, tu vois. Une chanson un peu à la Pixar. Et tu sais qui c'est qui a fait la voix de Rakakuni? C'est Randy Newman, le mec qui fait la chanson de Toy Story. Et j'ai trouvé ça trop cool qu'ils aient réussi à l'avoir pour ça, honnêtement. Je trouve ça trop fou. Belle ref. Ouais, quand même. Belle. Et en soi, c'est comme beaucoup de rêves. Si tu l'as pas, c'est pas grave, ça passe un peu inaperçu. Et je crois que c'est un rapport à l'absurde qui, à la fois, bah justement, ce rapport à l'absurde comme une manière de comprendre l'univers, en fait, qui du coup prend le nihilisme et en fait un existentialisme. C'est un truc que moi j'avais pas mal découvert dans le Guide du voyageur galactique, qui est mon bouquin préféré. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a parlé, où le personnage principal, après que, spoiler, mais de toute façon ça arrive dans les 5 premières pages, la Terre est détruite, se retrouve paumé quelque part dans l'univers, puis il décide, je vais faire des sandwichs. J'aime bien les sandwichs, quoi. En fait, au fond, c'est ça, c'est trouver un sens qui te convient, et pas essayer de chercher dans le Guide du voyageur galactique la réponse à la grande question de l'univers et de tout le reste, quoi. Parce que, généralement, alors, tant mieux si vous êtes spirituel, religieux, etc., et que vous l'avez trouvé. Moi, c'est pas mon cas. T'as deux manières de gérer ça. Ou plusieurs, en fait. Soit tu t'en fous, tant mieux. Soit tu déprimes, parce que tu dis, il n'y a pas de sens, c'est horrible. Soit tu trouves un sens dans les petites choses, dans le petit avancement de la vie. Et en un sens, je trouve ça presque plus beau que si l'univers avait un sens déjà existant, tu vois, de se dire que on crée le sens tout le temps et aussi on crée les règles de l'univers et que donc tant qu'à faire autant être bon avec les gens. Tu parlais avant de fusil de Chekhov, alors on va pas nécessairement tous les passer en revue, il y en a qui sont un peu sans conséquence, mais il y en a un que j'ai bien aimé, que j'ai repéré que la dernière fois que j'ai vu le film, c'est tout ce qu'il y a à voir avec les cookies, avec les biscuits en fait. Evelyn dit ah mais mon mari il comprend rien, de toute façon on va aller faire cet audit et puis il va juste lui amener des biscuits à la dame de l'audit, quoi. Et en fin de compte, on comprend que c'est pour ça qu'elle accepte d'être un peu gentille avec eux, de leur donner un peu plus de temps, etc. C'est parce qu'elle aime beaucoup ses biscuits. Et quand elle va dans l'univers de Kung Fu, etc., t'as sa Sifu qui dit même ce cookie peut être du Kung Fu. Et ça va à nouveau avec le truc que dit Waymond, que sa manière de se battre, lui, c'est de se faire dans la bonté, tu vois. Et je trouve que c'est relativement discret, mais c'est hyper parlant et c'est hyper bien pensé, quoi, tu vois. Et le film est bourré de trucs comme ça, et je trouve ça hyper bien fait, quoi. Ça, c'est un truc qui me frustre, tu vois. Peut-être tes parents pourraient voir ce film, mais moi, mes parents, j'aimerais bien leur montrer. Mes parents l'ont vu. Ouais, ils ont bien aimé? Ouais, ils ont bien aimé, mais ils ont été perdus. Ouais, voilà. Et moi, mes parents sont moins cinéphiles que les tiens. Tu vois, mon père, déjà les films américains, bof, hein. Ah, lui, c'est des trucs de France. Voilà, ou alors France des et vieux français. films américains, tu vois, des westerns ou des trucs où c'est très... Avec John Wayne, quoi. Quasiment, ouais. Où c'est très linéaire, tu vois, où c'est très premier degré, où c'est pas... T'as pas des combats de dildo, tu vois. Non. C'est C'est vrai que ça peut perdre des gens, ça. c'est ça peut les perdre parce que Les c'est doigts en vulgaire, saucisse. parce que... Voilà, les doigts en saucisse. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on a oublié de parler de ce multivers-là. Il vient un truc que je voudrais aborder, mais oui, à une autre référence, voilà, qu'il y a là-dedans, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, hein. Le début de comment ça s'est passé avec les gens avec des doigts en saucisse, quoi. Et c'est complètement absurde.
Parce qu'elle est complètement off the map, comme ils disent. Elle est complètement hors des trucs proches de notre univers, quoi. Et en même temps, bah, t'as toute cette scène absurde où justement où ça recrée la scène de danse à la télé dont tu parlais au début, où ils se mettent Oui. les hot dogs dans la bouche et de la moutarde partout. Et dans cet univers-là, elle est en couple avec Deirdre. Ouais. Et c'est aussi un personnage dont on a parlé de ce côté un peu monstre, un peu mal fagoté, quoi, on va dire. Mais on va parler de ses motivations et de ce qui fait que finalement Evelyn revient en paix avec elle. Elle dit à un moment, Deirdre, les femmes comme nous, des bitches who are unlovable, des pétasses qui sont impossibles à aimer. Et je crois qu'elle est vachement. C'est son côté un peu dur qu'elle a, c'est parce qu'elle manque d'amour en fait. Elle est seule et elle manque d'amour. Et ça, c'est aussi un truc qui m'a parlé moi, parce que j'ai eu ces difficultés-là et je les vis encore assez régulièrement. Et je trouve ça assez bien géré de justement mettre hurt people. Les gens blessés blessent des gens. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça. Elle parle aussi de son ex-mari, tu vois, avec qui. Et Waymond lui fait penser à son ex-mari, etc. Donc c'est quelqu'un qui a souffert, qui souffre du manque d'amour, et c'est pour ça qu'elle est dure avec les gens. Et tout ce qui fait qui la rend plus souple et plus agréable avec eux, c'est dès qu'eux sont positifs avec elle, en fait. Dès qu'il y a, il y a de l'attention envers elle. Exactement. Par exemple, les cookies. Un cookie. Ouais. Un cookie, ou quand elle partage la vapoteuse à la fin du film avec Evelyn aussi. Et genre de trucs. Et c'est un truc qu'on voit quand elles ont cet univers des hot dogs, où elles sont en couple, et elle est beaucoup plus douce comme personnage, elle joue du Claude Debussy au piano avec ses pieds, C'est juste. etc. Ouais. Et ça aussi, avec tout le bordel qu'il y a, ils ont quand même réussi à en faire quelque chose de elle, tu vois. Ils ont moins fait avec Gong Gong, au niveau tu vois, dans les personnages un peu Il n'y a plus le principaux. temps, il y a plus le temps, il dure 5 heures le film autrement. C'est ça. Il dure déjà 2h20, c'est pas mal. Ouais. On a assez peu parlé finalement des aspects visuels du film, qui sont quand même assez marquants. Notamment le fait qu'il y a un changement dans la colorimétrie, des fois dans le format de l'image, dans le grain de l'image, selon les différents univers qu'il y a, tu vois, qui représentent souvent Un monde les différent. codes, puis les codes de ce type de film, tu vois. Un où c'est le plus évident, justement, c'est dans les films d'arts martiaux chinois, les films un peu wuxia, j'avais ça le placer, où c'est très coloré, c'est un peu flou, comment dire, un peu un bloom comme ça. Et où même, tu vois, les moments d'horreur aussi sont assez gérés, parce qu'il y a des moments d'horreur, que ce soit quand c'est Deirdre qui fait le monstre, ou bien quand c'est les premières apparitions de Jobu Topaki, tu vois, où t'as ce couloir, là, où t'as les lumières qui défilent comme ça et tout, c'est vachement bien fait, honnêtement. Ça a ce côté un peu flippant, et malgré le fait que, justement, c'est flippant et absurde en même temps. Parce que, tu sais, elle fait j'ai envie de dire, Sancho de Cuba, pour faire une référence au masque, tu vois. La manière dont elle tue les gars, c'est marrant. C'est marrant et c'est absurde. horrible, parce que, Ouais. justement, elle en a vraiment rien à Oui, foutre. c'est Elle en vrai. fait un gag, quoi, tu vois. Et je C'est un trouve peu ça si assez- le masque était dark. C'est dark mask. Exactement. Le masque qui, dans la BD, est dark. Ouais, c'est vrai qu'il est d'accord. Je pense que c'est assez plus proche de ça, ouais. Je pense pas que c'est une référence volontaire, pour le coup, mais ouais. Non, je pense pas. Mais, ça m'a fait penser à ça, en fait. C'est genre, elle change de costume, puis... ouais, c'est... Non, Ça change de musique. Ouais, l'aspect trash et absurde, c'est vrai que on voit pas souvent non plus aussi tirer jusqu'au bout encore le concept. Ouais, c'est ça. Ouais, on a dit qu'il y avait beaucoup d'effets qu'on appelle in camera, donc des effets pratiques, que ce soit le petit doigt, un kakuni, ils ont utilisé des câbles pour faire des cascades, comme dans les films hongkongais, justement. Pas mal de trucs qui sont faits à l'ancienne, en fait. Ouais, ouais. Bah même, tu sais, j'ai bien aimé l'aspect low-tech de leur truc qu'ils communiquent L'oreillette, ouais. qu'ils arrivent à communiquer dans les autres univers. Et genre, typiquement là, une ref à Matrix, je pense. Aussi, Et ouais. j'aime bien que c'est des vieux casques années 90, baladeurs, avec des vieux Mm. LED. Pour moi, ça faisait vraiment le premier truc Bluetooth, c'est qu'il y avait que les Ouais, traders qui peut-être, avaient. ouais, genre au début 2000, quoi. C'est ça. Donc ça m'a fait marrer, en fait. Puis même leur van, là, où ils communiquent, ça avait très... beaucoup de lumière pour pas grand-chose, quoi. Plein de LED un peu partout. Ça veut très, très rétro-futuriste. C'est quoi. ça, C'est très ouais, bien. mais- Moi, ça avait pensé aux mais voyageurs du futur, tu sais. Ouais, en mais fait. rétro-futur, début 2000, quoi. Genre, Bah, nous, on justement. a connu cette technologie-là. Le futurisme de cette époque-là, Ouais. on imaginait que le futur, bah voilà, c'est difficile d'imaginer le futur qui ne ressemble pas au tien, quoi, Ouais. à ton présent. Donc ça m'a fait un peu rire, un peu le côté un peu, ouais, très... ouais, pas du tout moderne, quoi. Enfin, rétro-futur, quoi. Donc, Ouais, je trouvais cool aussi. Oui, tu parlais de références à Matrix. Il y en a aussi d'autres. Toutes ces scènes dans le building du fisc,
où elle passe entre les, Oui, bah c'est entre les cubicles, là, c'est très Matrix. L'open space, C'est les ça. box. Et même le fait, tu vois, de transposer un peu et mélanger les philosophies asiatiques et les philosophies occidentales, etc. C'est très Matrix aussi. Ça se présente très bien dans ce truc-là. Et même le fait d'être perdu dans le sens de ta vie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres vies alternatives qui existent, etc. Je pense que c'est assez inspiré. C'est un truc que j'ai vu en cherchant des trucs dessus, mais apparemment il y a un peu des références à Twin Peaks aussi, mais c'est très discret. C'est genre, tu sais, t'as tout un moment où elle passe d'univers en univers et les flashs d'une seconde de différents univers alternatifs. Il y a une frame qui fait référence à Twin Peaks, tu vois. Il y a aussi d'autres moments, mais c'est hyper. C'est presque tiré par les cheveux, quoi. Et moi, de toute façon, j'ai pas vu Twin Peaks, donc ça me parle pas. En plus, toi qui adore. Ouais, j'ai une mauvaise expérience de Lynch, mais peut-être que maintenant, voilà, j'apprécierais plus. J'avais entendu notamment qu'il y avait vachement ce côté aussi dans Twin Peaks qui est tiré entre le chaos et. Enfin, c'est tiraillé entre le chaos et l'ordre, etc. C'est aussi peut-être aussi un côté mélange de références de philosophie asiatique et occidentale. Donc je serais peut-être curieux de voir. Après, c'est une série, je ne regarde pas de série. Hein, moi, un truc assez marquant, et bah, qui du coup, je crois, a gagné l'Oscar, hein, c'est les costumes de Joe Butopaki notamment, qui sont très colorés et bien pensés. C'est une première fois où je me dis, ah ben, c'est bien qu'il y ait on va dire qu'il y ait la haute couture, quoi. Cela, elle a tout à fait sa place, quoi. Vraiment, elle exprime plein de choses en plus, le côté vers la fin. Tu vois, alors à la base, c'est des trucs très maîtrisés. Moi, un de mes préférés, c'est quand elle fait la look de la grand-mère asiatique, tu sais, avec la visière. Ah oui, juste. Pour protéger du soleil, là. Exact. Et qui, du coup, cache son visage, parce que pour l'instant, c'est encore mystérieux. Ouais, c'était encore le reveal. Exactement. Après, t'as des trucs où il y a des trucs de partout. Il y a son costume de quand elle est dans le monde du bagel, là où elle a un bagel dans les cheveux. Oui, avec son blanc, le costume blanc. Avec, ouais. Exact. Qui a un univers assez. Des perles un peu, ouais. Qui a un univers assez badant. Ils ont bien fait le truc épuré. Le côté secte un peu. Ouais, voilà. Et ce côté. Ouais, il fait peur son bagel pour un truc qui est un bagel, pour un truc qui est absurde, tu vois. Bah, ça reste absurde, mais c'est vrai que c'est un bagel très très sombre. Le dark bagel. Bah, ça représente. Ouais, non, ça représente le suicide aussi. Parce que c'est un peu vers ça qu'elle veut. Elle dit qu'elle a créé ce bagel à la base pour détruire le monde. Elle veut aller dans le. Elle veut se détruire. Se perdre dedans, quoi. Et vers la fin, ses costumes deviennent un peu plus chaotiques, tu vois. Vers la fin, quand elle perd la maîtrise, elle a un truc qui est un peu un mélange de 4 costumes qu'elle a pas fait exprès de mettre ensemble, quoi. Vers les tout derniers costumes qu'elle a. Ouais, je pense aussi parce qu'elle commence à être aussi perdue, quoi. Perdue, quoi. Puis elle commence à. Ouais, voilà. C'est aussi de son entreprise, on va dire. Ouais, exactement. De se perdre dans le bagel, dans le dark bagel. Et puis même à être aussi convaincue de l'autre côté, justement de cet autre côté du yin et yang, par les yeux, les googly eyes de Waymond. Tu vois, elle commence à douter un peu que le fait qu'il n'y a pas de sens, ça veut dire qu'il faut mourir et qu'il faut. Et que rien n'a d'importance, quoi, finalement. En plus, en même temps, dans chaque monde, elle se rapproche, puis elle doute dans chaque monde aussi, quoi. Tant dans les pierres que dans le vraiment, entre guillemets, le monde où ça a commencé. Dans tous les mondes, elle se rapproche justement de sa fille, enfin, elle fait douter Joy. Donc, elle arrive, en tant que pierre, à bouger vers elle, à se rapprocher d'elle, alors que c'est interdit. Ici, on n'a pas le droit de faire ça. Après, aussi le côté lâcher prise, en fait, aussi, qu'elle se rend compte aussi qu'il ne faut pas qu'elle... Alors oui, pendant un instant, puis après, elle retourne la récupérer. C'est vrai. Sauf dans le monde des pierres. Donc peut-être, du coup, dans cet univers-là, Joy s'est suicidée. Mais elle saute aussi. Elle saute après elle, exactement. Donc peut-être elles ont fait une Thelma et Louise, quoi. Peut-être c'est une ref. C'est une Thelma puis Louise. Cette fameuse scène de fin où Evelyn essaie de l'empêcher de rentrer dans le bagel, etc. Moi, il y a un des trucs que je trouve les plus réussis de ce film au niveau symbolique, tu vois, c'est justement dans ce côté transformer le combat en bienveillance. T'as Evelyn qui fait son kata, et après elle ouvre grand les bras. Et bah voilà, c'est typiquement le genre de trucs qui me font pleurer. Moi, je trouve ça super touchant, quoi. C'est trop bien réalisé, c'est trop bien pensé, c'est parfait, c'est le kata de l'amour, quoi, tu vois. T'as des meubles ou des bibelots qui ressemblent au bagel noir, plusieurs fois. Et même le rond dans la facture, ça rappelle le bagel. Absolument, ouais, il y a des ronds partout dans ce film. Ça, déjà, le film est un miroir. Le miroir au début, ouais. C'est ça, le début du film. C'est super transition, quoi. Ouais, grave, ça rend trop bien. Et un truc que j'avais pas remarqué, que j'ai lu aussi, c'est que dans ce moment-là, déjà, Evelyn essaie de contrôler Joy. Elle lui met la main sur la bouche parce qu'elle chante pas au bon moment, tu vois. Il y a vraiment... Comme tu dis, il y a des fusils de Chekhov partout, quoi. Et c'est vrai que les trucs, le symbole du rond... Après, voilà.
En même temps, il y a la moitié des choses dans l'univers enfin, dans l'univers des humains qui sont ronds. On aime bien faire des carrés parce que c'est facile pour fabriquer. Mais bon, le rond est tellement naturel, on le trouve tellement partout que c'est difficile. Même si tu veux pas mettre de symbolique ronde, t'en as partout dans ton film, quoi. Ouais. Mais je pense que c'était en effet beaucoup volontaire. Ouais, il y a quelques chiffres que je trouve intéressants sur ce film. Euh, le budget, 14,3 millions. C'est pas cher. Hein. Franchement, ouais, pour ce que ça donne, clairement, quoi. Par rapport au contexte de films qui sont moins visuellement intéressants, moins visuellement spectaculaires et qui coûtent 10 fois ça, quoi. Non, c'est clair. Ils ont gagné combien ils ont pu être rentabilisés Je crois à peu près, bah pour le coup, ouais, mais alors oui, carrément. Ouais. Mais pas tant que ça, je crois que c'est genre 143 millions, justement, c'est genre 10 fois plus, quoi. Ouais. C'est un bon ratio. Hein. Clairement, c'est un bon ratio, mais c'est pas beaucoup par rapport aux films qui ont énormément de succès, tu vois. Bien sûr. Et il a eu un succès particulier, il a eu un succès vraiment sur le long terme. Bah, t'en as parlé par rapport au fait que il a été relancé par les Oscars, on va dire, où il a un peu fait une raflée, mais il a aussi fait une raflée. Alors, un autre chiffre, justement, c'est que, apparemment, IGN, qui est un site de critique américain, avant les Oscars, avait calculé que c'était le film qui avait reçu le plus de récompenses de l'histoire. Avant qu'ils aient les Oscars, même, tu vois. Qui avait dépassé, du coup, Le Retour du Roi du Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai, donc c'est factuellement vrai, ça. J'en sais rien, c'est IGN qui a dit, donc probablement pas. Parce qu'ils ont reçu 6 Oscars. 7 et 11 nominations. Qui, Le Retour du Roi a plus d'Oscars. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais en parlant justement des prix qu'ils ont reçus dans d'autres festivals, dans d'autres trucs comme ça. Cumulé, Voilà. Et en même temps, c'est une logique parce que plus le temps avance et plus il y a de festivals et plus il y a de prix qui sont décernés. Donc je pense que c'est voilà. Ça veut pas tout dire, mais ça veut quand même dire quelque chose, quoi. En tout cas, au niveau des critiques, il a beaucoup marqué. En tout cas, au niveau de l'industrie cinématographique. Quoi. Et ouais. Anglo-saxon, enfin nord-américain, on va dire. Ouais, carrément. Bah, au niveau des. C'est intéressant parce que justement, ça fait partie de ces films où les notes de critiques sont généralement meilleures que les notes du public. Les critiques sont assez unanimes pour dire que c'est bien, voire génial. Le public, t'as pas mal de gens qui trouvent ça nul à chier. Alors, est-ce que ça leur est passé à côté, ou est-ce que eux sont passés à côté du film, ou est-ce que... On leur a survendu aussi. C'est possible aussi, ouais. Trop d'attente, tu l'attentes. Et puis, bah voilà, quand tu cherches à perdre ton public, bah des fois tu le perds. Aussi, si tu fais des trucs absurdes jusqu'au bout de l'absurde, si les gens ça leur parle pas. Et je crois qu'il y a aussi un truc que je me rends de plus en plus compte, c'est que on apprécie un film parce qu'il nous parle à des choses qu'on ressent nous, tu vois. Si tu te retrouves dans aucun des thèmes qui sont évoqués dans le film, forcément que ça va pas te plaire, en un sens. Ou alors ça va te plaire juste le côté absurde et rigolo, si t'aimes ça. Mais je peux tout à fait comprendre. Et honnêtement, j'étais étonné, c'est vraiment sur IMDb, t'as à peu près 20% de gens qui mettent 5, 20% de gens qui mettent 4, 20% de gens qui mettent 3, sur Allociné plutôt 20% de gens qui mettent 1 et 20% de gens qui mettent 0. Ça fait 120%, mais c'est pas grave. Bref, c'est partagé de manière assez... Tu penses que c'est un complot, c'est ça? C'est ça. C'est partagé de manière assez équilibrée, en fait. Ce qui est assez rare, quoi. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça prouve justement qu'ils ont été au bout de leur truc, quoi. Qu'ils ont pas fait de compromis, je pense. Bah, ça, après, les Daniels, ils ont quand même une vision de l'humour et de manière de faire un film qui est relativement particulière, on va dire, un rythme particulier. Ils se prennent des libertés qu'il faut adhérer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... un peu comme les Wachowski, pour parler de c'est ça, qui collaborent. je pense que c'est particulier, donc si t'es pas prêt à leur film, voilà, je comprends le fait que ce soit si clivant, en fait. Ça m'étonne pas, en fait. Ça m'étonne pas. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Leur aspect humour absurde, gras, très... Ouais, c'est et ça. Hein. Combiné avec un peu aussi pas mal d'émotions, on va dire. Puis en plus imbibé de science-fiction, ouais, je peux comprendre que le mélange... Ouais, de références et tout. Ouais, que le mélange prenne pas pour tout le monde. Quoi. Ça, moi, je recommanderais pas à n'importe qui. C'est un de mes films préférés, mais je recommanderais pas à n'importe qui, quoi. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, sur ce film, qui ont travaillé 5 artistes 3D, 5 artistes d'effets spéciaux au total. Ce qui paraît rien. Honnêtement, quand tu vois les... C'est une équipe de 5 seulement. Ouais. C'est peu. C'est ça, quand tu vois les génériques des blockbusters, où ça dure des pages et des pages et des pages. Des équipes par pays. Bah c'est ça. Il y en a tellement que moi j'en connais un, quoi, tu vois, qui a bossé sur le dernier Blanche-Neige, quoi. Ouais. C'est pour dire. Pour l'instant, il ne veut pas venir participer à l'émission. Mais... Un truc que j'ai pensé, tu disais, ils ont leur propre manière de tourner le film, et un truc qui leur tenait à cœur, c'était d'avoir une bonne ambiance de tournage et un truc qui soit une expérience positive pour tout le monde, tu vois. C'est un truc qui leur tient généralement à cœur, apparemment, dans les films qu'ils font. Et si tu regardes un peu les
le behind the scenes, le making of. Notamment, ils font tous les matins, il y avait une espèce de séance de motivation collective où une personne différente du cast disait ah bah on va faire ça, tu vois. Genre, il y a un moment où ils ont fait, tout le monde se masse les épaules de la personne devant lui, tu vois. Ils ont fait un grand cercle comme ça, quoi. Encore un cercle. Encore un cercle. Mais ouais, voilà, et puis tu vois un peu les témoignages, etc. Tout le monde a l'air d'avoir une super expérience. Donc c'est vachement cool, quoi. Que ça leur tienne à cœur aussi, tu vois. Je pense que, vraiment, quand tu les vois en interview, ça a l'air d'être des mecs hyper sympas. Ouh, attends, faut pas trop ça. Quand tu les vois en interview, ça a l'air d'être. Il y a encore des scandales qui vont sortir là, ils vont se faire cancel. Et puis Peut-être, voilà, quoi. ça m'étonnerait en vrai. Je sais pas. Et pour le coup, aussi un truc particulier, bah ça c'est aussi, voilà, c'est moi qui vieillis, mais ils sont plus jeunes que moi, ils sont un peu plus vieux que toi, 87 et 89, Ah, les c'est deux. que ça. Hein. Ouais, ils sont tout jeunes, hein. Et ça se ressent un peu dans la manière dont ils ont de faire les trucs. Il y a un peu un côté... D'ailleurs, on a les mêmes rêves, quoi. Alors, il y a ça, les mêmes rêves, et puis bah, c'est ce côté un peu bienveillance, tu vois, c'est les anti-Jean-Pierre Mocky, quoi. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu es allé foutre là-haut? Il est con celui-là aussi. Ah! C'est... Notre génération. Voilà, c'est ça, ils cherchent pas, ils pensent pas que pour être un artiste, il faut être une diva, en fait. Non, c'est juste des humains, quoi, au fond. Et tu le vois, en tout cas, dans le truc behind the scenes. Après, comme tu dis, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des choses qui sortent dans quelques années. Et un truc que j'ai découvert aussi en faisant des recherches sur le film, qui m'a étonné, c'est que les Daniels sont les réalisateurs du clip Turn Down for What Bah oui, ça m'étonne pas. Ouais, hein, c'est assez barré comme truc, etc. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus maintenant. Ouais. DJ quelque chose? Non, je DJ sais même pas. Snake. Ouais, c'est à ça que je pensais. Avec mais, le rappeur qui est. Alors, bah, pour le coup, dans le clip, non, le clip, c'est Daniel Kwan qui joue dedans. Ah ouais? Le rôle principal, et la femme qui joue, la femme principale, c'est celle qui joue l'indienne dans le... Non, mais dans la danse. qui chante, en fait. Ah, c'est possible. C'est un rappeur, je sais pas comment ça Ok. Mais du coup, ouais, voilà, Daniel Kwan qui joue le rôle principal du mec avec la bite qui tourne. s'appelle. Donc ouais, ils font des trucs toujours barrés, et toujours... parce qu'ils ont commencé comme réalisateurs de clips aussi. Et généralement, ils font des trucs ensemble, ils ont aussi fait des trucs en solo. Le film solo de Daniel Scheinert, l'autre, du coup, c'était The Ballad of Dick Long. Ah ouais, hein, c'est un peu une confession un peu. Et du coup, quand t'as cette scène où dans Everything All At Once, où il joue le mec de BDSM, etc., sur son bureau, c'est marqué Richard Long. Oui, c'est plein de petits trucs comme ça dans ce film. Un peu des fois gratuits, mais voilà, c'est assez rigolo. C'est pas marqué Richard D. Long. Non, parce que Richard, ça s'abrège en Dick. Ah bah Dick, bah ouais. Exactement. Ah, putain, j'avais pas le ref. J'avais dit que j'avais apprécié la performance de Stéphanie Sou. Un autre truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle pleure très bien. Why not go somewhere where your daughter is more than just this? Honnêtement, elle est crédible quand elle pleure, tu vois. Mm. C'est dur de pleurer bien au cinéma, en partie parce que des fois les réalisateurs, comme Tim Story a demandé à Jessica Alba quand elle avait fait les 4 Fantastiques, cry prettier, Jessica. Sois plus jolie quand tu pleures, Jessica. Ouais, on peut plus dire ça maintenant. Non, c'est notre époque. Mais du coup, ouais, voilà, elle a très ce côté naturel quand elle pleure, tu sais, quand elle est dans cette conversation de fin avec sa mère, qui est un moment hyper important du film. Elle est très bien, elle joue très bien Elle se fait interrompre par ses pleurs, quoi, tu vois. Et ça, c'est bien joué, ça fait vrai, ça fait vécu, tu vois. Et un des trucs qui arrive juste avant cette conversation, non, même après, à la fin de cette conversation, où t'as à nouveau un truc de montage qui est trop bien fait, c'est tout d'un coup, quand elles vont se prendre dans les bras, tu sais, t'as des planètes qui s'entrechoquent, t'as deux pommes qui s'entrechoquent, t'as toute cette symbolique visuelle qui est... Enfin, elles arrêtent de se rater, en fait. Enfin, elles arrêtent de passer à côté l'une de l'autre, et elles se rencontrent. Et honnêtement, c'est visuellement hyper fort. Mais la musique de Sonlux, qui est le groupe qui ont fait ça, honnêtement, je la trouve incroyable. Elle porte hyper bien le truc au niveau émotionnel, etc. J'ai pas trop remarqué, en fait. C'est vrai que l'histoire m'a vraiment... Les 3 fois que j'ai vu, l'histoire m'a bien pris, donc... bah, c'est vrai que j'ai pas fait trop attention à la musique, globalement. Ça veut dire qu'elle était bien, si ça m'a pas dérangé. Mais je crois que c'est un des trucs qui, pour moi, porte le mieux l'émotion dans un film, tu vois. Si tu fais une scène émouvante et que tu mets... ça marche pas, quoi. Bah, si la scène est assez bien, c'est bon. Je suis pas sûr, justement. À tester. Parce qu'on dit ça d'un film d'horreur, c'est si faut qu'il fasse peur, si le film fait vraiment peur, même sans le son, même sans musique, la scène doit faire peur, tu vois. Oui, ça je suis d'accord, dans l'idée, ouais. Mais si tu rajoutes une musique ridicule dessus, je sais pas si c'est pareil. Ah ouais, ça c'est
Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que, en effet, je pense que c'est important que ça marche sur la musique. Et la musique est un accentuateur, en fait, C'est vrai. de ça. Et je pense que dans ce film-là, c'est hyper bien fait à ce niveau-là. Honnêtement, t'as ces longs qui portent vers le haut, tu vois. Qui montent, qui sont hyper grandioses, en fait, quoi. Et qui marchent hyper bien avec les thèmes du film, avec les émotions du film. Ouais, honnêtement, j'étais assez impressionné. Après, j'ai essayé d'écouter un peu la bande originale. Ça marche moins bien en dehors du contexte du film. C'est vous dire Ouais, que ça a bien ça, été fait pour, ouais. quoi. Du coup, la promo qui a été faite autour de ce film par rapport aux Oscars, parce que ça vient quelques années après la polémique, entre guillemets, Oscars So White. Et du coup, il y avait beaucoup qui étaient mis en avant sur le fait que c'était une histoire d'asiatique américain. Ce qui, à la fois, c'est vrai, il n'y en a pas eu tant que ça. D'ailleurs, si Kiwi Kwan est venu sur ce film-là, est revenu au cinéma, parce qu'il avait vu quelques années Crazy Rich Asians, où il s'est dit, ah, bah, il y a enfin peut-être un peu des rôles pour les Asiates au cinéma. Ce qui est, en vrai, c'est rare dans le cinéma américain, des rôles qui ne soient pas juste le mec qui fait du kung-fu, même si là, il fait du kung-fu, mais pas que. Euh, et du coup, ils ont fait beaucoup de la promotion de ça. En plus, Tu vois, il y a eu Parasite aussi avant, non? oui, mais c'est pas un film américain. Je sais, mais c'est un film asiatique. Oscarisé, en effet. Oscarisé. Mais je crois que c'est plus par rapport aux Asiatiques américains, notamment aux gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma américain, que c'était important. Et tu vois la manière dont Michelle Yeoh elle a accepté son Oscar, elle disait que c'était trop bien qu'une femme asiatique, etc., puisse parler, etc. Il y a un autre truc que moi je trouve qu'on parle pas assez, c'est que c'est une femme de 59 ans quand même. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. Peut-être qu'à l'époque, elle a peut-être 57, quoi. Et dans un film science-fiction, action, loufoque, touchant, c'est pas souvent des gens de cette génération-là qu'on met en avant. Et ça, je trouve que c'est aussi une force du film, tu vois. Mais aussi, Kiwi Kwan, il est pas très jeune non plus. Après, C'est- c'est vrai que pour un homme, c'est différent. Mais, C'est clair, c'est vrai. oui, c'est ça, globalement, c'est pas. Tu prends Jamie Lee Curtis, il est pas toute jeune. Puis ils ont pas rajeuni, tu vois. Au Ouais. contraire, ils les ont presque vieillis par rapport Ouais, à leur apparence En tout cas, habituelle. ils ont pas mis en valeur. Ils sont pas mis en valeur, globalement. Parce que à la base, c'est un couple qui tient à l'avomatique, donc forcément, ils sont pas. Exact. Ils sont limite pauvres, quoi. Enfin, c'est la classe moyenne basse, quoi. Bah, Donc, tu vois, si on veut nous répondre, Tom Cruise, il a 60 ans, hein. Oui, mais Tom Cruise, il se est met tout bien, plastique, quoi, je veux c'est dire. ça, et puis il met des fils par-dessus, en plus. Donc, C'est ça, c'est ça. Donc ouais, c'est un peu cette acceptation du fait que ben il y a aussi des choses à dire sur les vieux et c'est pas que juste être assis dans une pièce et parler comme dans un film français, tu bon, vois. en fait, c'est même pas la question dans le film, tu vois. C'est juste des gens, quoi. Donc, Absolument. et c'est aussi pour dire qu'en fait, ça marche aussi. Faut arrêter cette obsession de la jeunesse, des gens beaux et des gens parfaits pour faire un film, quoi. Genre, il y a pas besoin de ça. Mhm. Et Et c'est ça qui va à est nouveau bien avec le message du film en un sens, tu aussi. vois, C'est ça, cette ouais. idée de bah, j'ai raté ce que j'aurais pu faire dans ma vie, je suis pas assez beau, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et cette idée justement que bah voilà, c'est en étant imparfait qu'on est soi-même et c'est dans cette vie où elle a tout raté qu'elle vit sa meilleure vie finalement. Evelyne, tu vois, il y a cette expression de vivre vis ta meilleure vie, mais de toute façon, t'en as qu'une, donc de toute façon, même si tu la vis mal, c'est ta meilleure vie. Ouais, fais au mieux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, tu disais au début que toi, c'est un film qui t'a particulièrement touché, qui t'a particulièrement parlé. Dans tous ces aspects dont on a parlé, c'est quoi, tu dirais, qui t'a le plus. Bah, je sais pas, Était plus personnel pour toi, ce côté un peu film total, quoi. Parce que Ouais. au niveau des rêves, au niveau de leur liberté, parce que leur approche, j'ai l'impression que c'est un film personnel. En tout cas, qui a enfin, c'est con de dire ça, mais qui a une âme, entre guillemets. C'est pas un truc qui était pondu pour faire du pognon, quoi. Mm. Ils ont fait leur truc, ça marche ou ça marche pas, ils l'ont fait, puis ils sont contents, tu vois. C'est l'impression que j'ai. Après, peut-être je me trompe totalement. Mais Non, voilà, clairement c'est un ça. côté, voilà. Pour moi, il y a un côté un peu ovni, ce film. Et quand j'ai vu, ça m'a fait du bien, tu vois. Ça m'a. Côté, quand même, tu vois, il y a des trucs qui se font Exact. cool, sans prétention, bien sûr, ils se sont pris la tête parce que c'est comme un monstre boulot de faire tout ça. Mais en même temps, t'as l'impression que c'est. Voilà, ils l'ont fait, quoi. Et de manière cool et décontractée, on va dire. Je crois à nouveau, il y a cette dose de positivité dans un monde de cynisme où on n'arrête pas. On parle souvent du fait qu'Hollywood fait des choses à répétition, des choses pas créatives, ouais. pas intéressantes. Ça, c'est aussi Hollywood. C'est le côté indépendant d'Hollywood. Mais ça en fait partie aussi. Et je crois que c'est important de le reconnaître quand il y a des gens qui se donnent à fond, comme tu le dis.
En tout cas, je trouve que c'est un film surprenant dans le contexte qu'on a actuellement. Après, Mhm. c'est mon impression, on va dire. Donc, Oui, je pense. voilà, c'est pour ça qu'il me parle. Ce film me parle. Parce que peut-être c'est un film que j'attendais Mhm. qu'il sorte. Sans que je le sache. Mhm. Tu vois. C'est joli. Mais je pense, moi aussi, il m'a fait... Aussi parce qu'il me parle d'un point de vue émotionnel sur des différents thèmes dont on a parlé, tu vois. Et j'ai vu des fois dans des commentaires de gens YouTube qui disent enfin, j'avais l'impression d'être compris, j'avais l'impression d'être vu, en fait. J'ai l'impression que des autres gens ressentaient les mêmes choses que moi. Et parce qu'ils ont réussi à mettre, non pas en mots, mais en ressenti. C'est la force du cinéma, c'est que c'est pas juste des concepts, c'est pas juste des explications, c'est dans le ressenti. Ils ont réussi à montrer, à faire passer dans le ressenti des choses que beaucoup de gens ne savaient pas exprimer. Et ça, je trouve que c'est un L'ineffable, c'est super. ça. On peut dire ça comme ça, ouais, en effet. C'est con qu'il y ait un mot pour ineffable. Hein. Ouais. Je veux dire, il ne devrait pas y en avoir. Il y a eu que 38 jours de tournage. C'est très très court en vrai. Hein. C'est Tu vraiment compares, pas donc. pognon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Genre, ils ont tout condensé. Et tu vois, c'est marrant, tu vois les behind the scenes, tu vois, t'as un moment où ils se sont filmés, t'as Daniel Scheinert qui s'est filmé, genre, aujourd'hui on choisit des cailloux. Et ils ont, genre, une douzaine de cailloux, ils ont dû choisir quel caillou mettre à l'écran, ce qui est logique, hein, Ouais, mais... ils ont fait un casting. Behind the scenes on Everything Everywhere All at Once, we're picking out rocks. We got Jason, we got Dan, we're picking out rocks. Voilà, c'est ça. Et tout est comme ça, en fait, quand tu fais un film. Et honnêtement, j'ai trouvé intéressant aussi de voir. Ils disaient que, voilà, ils avaient une idée bien précise de ce qu'ils voulaient, et en même temps, ils sont restés très ouverts à l'apport de chaque personne qui participe au film, tu vois. Parce que, ben voilà, c'est un art collectif, le cinéma, en tout cas, quand c'est bien fait. C'est pas un dictateur qui dit à tous ses soldats qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est un truc où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, même s'il y a on va dire, un maître d'œuvre, quoi, derrière. Un chef d'orchestre. Mhm. Ouais, mais tu vois, un orchestre, justement, ça suit bien une partition qui est déjà prévue à l'avance. Là, Mais quand même, le chef d'orchestre, il est quand même là, pas pour rien, quoi. bien sûr, mais justement, Il fait en sorte que tout le monde soit. Que la musique soit cohérente. on va dire. justement, ils comparaient eux ça plus à quelque chose comme de jazzy. De jazz, une jam de jazz, tu vois. De beaucoup plus chaotique, du coup, dans le bon sens du terme. De bobos. Ouais. Ah, c'est des bien bobos. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu le look de Daniel Scheinert, mais tu sais, il a des lunettes avec avec le petit fil. Ah, Le mec qui a honte de rien, quoi. J'ai toujours trouvé ça horrible depuis que je suis gamin, et ça m'a donné envie de faire pareil, quoi. Je ferais pas, mais... Ouais, c'est drôle. C'est assumé, quoi, en C'est fait. cyclique, la mode. Hein. Oui, puis c'est un côté assumé que t'es pas à la mode, tu vois. J'ai vu un truc récemment qui disait que, bah voilà, les gens pensent que les gens à la mode ont l'air gays parce que les gays, en fait, ils ont pas le choix de sortir, de prendre des risques, finalement. De toute façon, ils sont dans une situation de risque, donc Mm. eux, ils peuvent prendre, Enfin, eux, c'est ils pas prennent qu'ils des ont pas risques. le choix, ils ont rien à perdre, de toute façon. Voilà, c'est plus ça, c'est Ouais, mieux dit. ils ont rien à perdre, et puis, ouais, ils sont Mhm. foutus pour foutus. Hein. C'est un peu ça, et du coup, et je crois qu'il y a un peu pareil, il y a un peu cette... de toute façon, il y a un peu une identité queer aussi dans certains trucs de film dont on peut-être Ouais, pas... je crois qu'il me semblait que, parce que j'ai vu, c'est que justement le fait que Joyce soit lesbienne était très important pour eux. Quoi. Mhm. Que, C'est vrai qu'on a très peu parlé. ouais, que justement c'était vraiment central dans l'histoire, alors que moi quand j'ai vu le film, moi ça m'a pas paru, même si c'est un peu le déclic qui fait qu'il y a cette mauvaise relation entre sa mère et elle, c'est que le fait qu'elle n'arrive pas à avouer à Gong Gong que Becky est sa copine. Mhm. C'est un peu ça qui fait qu'il y a des tensions, qu'on voit les tensions entre elles. Ouais. Mais, Je crois que c'est ça, c'est le plus symbolique de ça, vas-y. mais c'est vrai que j'ai lu que c'était vraiment central pour eux, que c'était très important, parce que c'est pour ça que le film n'est pas sorti en Chine, par exemple. Mhm. Eux, ils ont dit que c'était central et j'ai pas senti ça, tu vois. Donc, Après, ils ont dit que plein de choses étaient centrales. Hein. Oui, Je les écoute dans un interview. Mais c'est vrai tout que est central. je comprends que pour moi, c'est très... Voilà, c'est ça, c'est C'est le vrai. cercle. Mais moi, justement, je le vois un peu comme toi. Et souvent, le thème de l'homosexualité qui n'est pas accepté par les parents dans les films, pour moi, c'est symbolique. C'est dans le sens où, bah, tu vois, dans X-Men 2, c'est l'inverse. On utilise le fait d'être mutant n'est pas accepté pour symboliser pour symboliser les conditions entre guillemets LGBT, tu vois. Have you tried not being a mutant? Et pour moi, c'est généralement plus général que ça. Il y a plein de choses que tes parents n'accepteront pas de décisions. Ça dépend de tes parents, bien sûr. Mais il y a plein de choses que tes parents ne peuvent désapprouver. Et Tu as les différences de manière générale, quoi. exactement, ouais, T'es stigmatisé, et donc du coup, voilà, des choix que tu fais qu'ils n'ont pas projetés sur toi, puisque beaucoup de ces choix de Joyce sont des choix que Evelyn a projetés sur elle, mais elle n'a jamais voulu, entre guillemets, qu'elle soit lesbienne. Donc c'est ça qui la frustre. Et du coup, de ce point de vue-là, je trouve que ça marche bien narrativement.
Et en même temps, réduire ça à un symbole, c'est peut-être injuste pour les personnes gays, pour les personnes queer, tu vois. Euh, mais ça marche bien comme symbole. Et si eux, ils trouvaient que c'était important, bah écoute, tant mieux. Je sais pas quel est leur état de queerness, j'ai envie de dire, aux deux Daniels. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus autrement? Becky, elle est très gentille. C'est un peu C'est c'est un peu- un personnage prétexte, quoi. C'est juste. I like Becky, she's nice. Ah, elle marche assez bien sur un truc, c'est que au début, ça représente un peu la différence des deux parents. Ou Oui, ouais. Miss Wong, c'est Hello Evelyn, Mrs. Wong. Et après, elle arrive Hello Mr. Wong, please call me Wemon. C'est ça. cette voix qu'il a en plus, il a cette voix aiguë, très gentille. Kiwiko, non, je l'ai vu dans rien après. Il a fait d'autres trucs un petit peu, mais je l'ai vu dans rien. Parce qu'en vrai, c'est pas facile de placer ce genre d'acteur dans les films classiques hollywoodiens, quoi. Non, je sais pas, il y a moyen, mais après, ça ils font pas d'efforts, quoi. Je crois qu'il y a de ça aussi, ouais. Je crois qu'il y a de ça Et aussi. je pense qu'il est assez doué pour faire d'autres choses. Enfin, C'est ça. faire des personnages plus sombres, ou, Je le vois mal, tu vois, faire Liam Neeson dans Tekken. Non, peut-être c'est ça, peut-être que je le souvent, et je me rends pas compte. Parce qu'il était assez idéal pour ce rôle-là, mais en effet, je pense qu'il y a quand même quelques portes qui restent fermées pour les lead men je pense asiatiques, que quoi. cette étiquette de un peu gars, un peu sympathique, bonne humeur, va lui coller à la peau, mais. Et même, je crois qu'en général, même pour les hommes asiatiques, il y a assez peu de rôles d'hommes d'action, comme ça se fait. Il n'y a pas Genre de rôle. sombre et Il genre. n'y a pas beaucoup de rôles Chris Pratt qui donneront un asiatique à la place, tu vois. Ou de rôle Tom Cruise, ou de rôle Bruce Willis, peu importe comment tu veux l'appeler. Il y a une époque, il y en a un qui a failli, c'était Jet Li. Il a fait Romeo Must Die. C'est un peu le seul, hein. Sinon, tous les autres, c'est un peu rigolo, quoi. C'est Jackie Chan, quoi. Bon, oui, mais il y a Steven Yeun. Yeun, aussi, ouais. Il fait plein de trucs. Ouais, c'est vrai. Mais généralement des rôles secondaires, mais ouais, il est bien. Oui, mais Il a le côté un peu badass. Puis non, puis aussi il a fait aussi des films de. Ah, c'est que c'est toujours en rapport avec des familles asiatiques, c'est vrai, globalement. Mais même, il a quand même toujours. Il commence à avoir des premiers rôles, et puis. C'est qu'on l'avait aussi vu dans un film de Bong Joon-ho. Là, il jouait le film avec Pattinson. Ouais, Mickey 17, quand on était au ciné. Mickey 17, ouais. C'est vrai qu'il avait un rôle secondaire, mais ouais, moi je représente qu'on le voit de plus en plus, en fait. Ouais. Non, je pense que ça évolue. Ça évolue, mais c'est vrai que ça reste assez de niche, quoi. Bien sûr, non, c'est sûr. Et à chaque fois, c'est un événement. On le voit avec actuellement Sinners, qui marche bien au cinéma. C'est un événement en partie parce que c'est porté par des acteurs noirs, quoi. Ouais, puis aussi le réal est connu. Ouais. Qui à chaque fois, justement, aussi, enfin, pas à chaque fois, mais la majorité du temps, fait des projets qui sont vendus sur le fait que c'est différent parce que c'est noir. Et ça me fait penser à un truc, j'ai vu récemment une interview de Toni Morrison, qui est une autrice américaine, qui disait qu'à l'époque, on lui demandait beaucoup, mais quand est-ce que vous avez arrêté d'écrire sur les questions raciales? Et en fait, il disait, mais ce qu'on me demande, en fait, c'est pourquoi est-ce que je n'écris pas sur les blancs? Et est-ce qu'on demande aux auteurs blancs pourquoi vous n'écrivez pas sur les noirs? Donc finalement, c'est aussi notre perception. Ouais, il peut pas le faire maintenant parce que c'est l'appropriation culturelle. Il y a débat, mais je crois que ouais, voilà, il y a cette question-là aussi de comment c'est reçu. Est-ce que justement est-ce qu'on doit voir ça comme quelque chose de spécial parce que ça a des codes différents, parce que ça parle non, mais en tout cas, je comprends asiatique ou pas? Par exemple, je comprends qu'un réalisateur asiatique met en avant la communauté asiatique parce que ça, je pense que ça lui tient à cœur, et puis comme ses propres références. Comme pour Sinners aussi, le réal, il a mis en avant, dans tous ses films globalement, il met en avant la communauté noire parce que voilà, c'est déjà parce qu'ils sont pas ils sont sous-représentés, puis autant en faire voilà quoi, enfin ça lui parle plus, ouais. Donc je comprends aussi, tu vois. Ouais, ça parle de sa réalité. Et ça me fait penser que les Daniels, ils ont rencontré, du coup, comme ils avaient fait une parodie d'un truc Pixar, ils ont été une fois se balader sur le truc de Pixar, ils ont demandé à la réalisatrice de Turning Red si ça posait problème, ou si les gens aimaient bien. Elle a dit que les gens aimaient bien. Et elle aussi a beaucoup exprimé sa culture, son origine asiatique dans son propre film. Parce qu'elle est asiatique, donc du coup. Ouais. Je crois d'origine coréenne, pour le coup. Peut-être pas, je dois dire une connerie, à mon avis, c'est elle doit être chinoise. Mais bref, c'est pareil. Obligé de la faire. Obligé de la faire. Un truc qu'on voit moins aussi dans la culture européenne, dans la culture francophone, parce qu'il y a cette idée d'universalisme et que finalement, on est tous français, c'est pareil. Même ceux qui sont pas français, de toute façon. Tu vois, il me semble que Kim Chapiron est asiatique, non? Oui. Ouais.
Lui, il me semble, n'a jamais évoqué ce genre de thème. Il est plus attaché à son origine de banlieue, son origine sociale, tu vois. Euh, et des Asiatiques français connus, il y en a quelques-uns, mais le Rire jaune, pour le coup, très thématique asiatique. Mais autrement, Non, mais il y a l'acteur qui joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, là, qui est un des maris, bon, ça, j'ai pas vu, mais qui a fait 2-3 films. j'ai raté ça. Ouais. Bon, moi, j'ai vu que le 1. Désolé. Bravo. J'ai glissé, chef. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a plein de discussions intéressantes à avoir autour de ça. On n'est pas nécessairement les mieux placés pour en parler. Je trouve que c'est bien de l'évoquer quand même. Ouais. Maintenant qu'on a un peu fait le tour du film lui-même. Je pense qu'on va passer aux chroniques, si ça te va. Ouais. T'as prévu quelque chose au niveau Chronique People? Bah, pas vraiment, mais j'ai un truc qui m'a fait. Qui m'a pas étonné, en fait. Ok. Parce que tu vois, James Hong, Mhm. je dis, mais ce gars, à force de le voir, enfin, ça fait. Je dis, il a joué partout, ce gars. Il a littéralement joué partout, en fait. Mhm. Il a le record, je sais plus qu'il a des années, il a plus de 600 rôles. Oh, putain. Enfin, 600 rôles différents. Je dis waouh. Mhm. En fait, il a vraiment joué partout, le gars, quoi. Ouais, c'est ça. Quand t'avais besoin d'un chinois, t'appelais James Hong, quoi. C'est ça. Et après, tu vois, tu regardes sa fiche Wikipédia, filmographie non exhaustive de ce qu'il a fait, parce qu'il a joué partout. Il a commencé fin des années 50 jusqu'à maintenant, quoi. C'est pire qu'Eric Roberts, quoi. C'est ça, ouais. Mais, je pense qu'il a, je crois, 94 ans, un truc comme ça. Et je dis waouh, impressionnant, quoi. Mais il s'est vraiment fait connaître plutôt sur le tard, quoi. Ouais. Genre par Malcolm, tu vois. Et comme ça, quoi. Big Trouble in Little China aussi. Peut-être, c'est possible. Apparemment, Voilà, c'est un quoi. autre- il jouait l'antagoniste. tu Mais vois. une personne qui a. Dans Malcolm, il jouait quoi dans Malcolm? Il jouait le nouveau mari de la mère de Loïs. Juste. Genre. Qui est hyper raciste. Ouais, en plus. Envers lui, notamment. Et je pense une personne qui a un peu consommé séries ou films. Obligé de la vu, ouais. Je pense qu'il l'a vu au moins une fois, tu vois. Ouais, au moins, ouais. Au moins, c'est vraiment une personne qui regarde vraiment pas du tout le cinéma américain. Je pense qu'il l'a jamais vu, mais sinon. Ou la culture américaine audiovisuelle. Mais c'est fou comme il a joué partout, ce gars, quoi. Et c'est vrai qu'il est très représentatif de ce genre d'acteurs que, avant de faire cette émission, je savais que je les avais déjà vus et je ne m'étais jamais posé la question de qui est la personne derrière le personnage, tu vois. Et ouais, en regardant cette émission, il y a plein de fois que je revois, je dis ah, mais je connais ce mec. C'est vrai qu'il y a plein d'acteurs de second rôle en fait, qui font que des second rôles. Puis, qui ont souvent des carrières plus intéressantes que Tom Cruise. Il en prend ce soir, Tom Cruise, je sais pas ce qu'il a fait. Sacré Tom cherche. Cruise. Hein. Bon. Tu vas voir le prochain Mission Impossible? Bah non. Finalement, j'en ai vu aucun depuis le 2, donc. Donc t'en as vu 2. Voilà. Le 2, c'était. Non, pas Angly. Si, c'est ça. C'est Angly, ouais. Ouais. Ils avaient fait une énorme promo dessus, il y avait les biscuits. Il y a des colombes qui sont. Non, mais il y avait le saut depuis sa moto et tout. Oui, Ils avaient fait une énorme promo. Et puis aussi l'escalade au début aussi. Ouais, exact, qui rendait bien. Ouais. Ah, bah, la scène d'intro rendait bien. Ouais. C'est ça qui est cool. Mais le reste, c'était un peu bon. Et puis le premier était aussi un bon réal. Oui, c'est quoi De Palma? Non, c'est pas De Palma, c'est l'autre. Je sais plus. Je veux dire Soderbergh, mais je crois que je me trompe. Non, je crois pas. Non, c'est plus prestigieux que ça. Je pense que c'est plus tu De Palma. en post-prod. Ouais, voilà. Tu mettras en clair. Mais ensuite, ça m'a vraiment intéressé, parce que bon, les franchises, voilà. Mais... Alors, on n'a pas de Fred, on a parlé un peu du côté presse, quand même, de la bonne réception qu'il a eu. Moi, j'ai vraiment intéressé de voir ce que les rares critiques qui n'ont pas aimé en ont dit. Et il y a un mec aux États-Unis qui est assez connu, qui travaille, je crois, pour le New Yorker, ou je sais pas quoi, qui s'appelle Armand Dwight, qui est noir, comme son nom ne l'indique pas, et qui est assez connu pour être presque un troll. Un mec qui a toujours les avis contraires de tout le monde, tu vois. Il adore Zack Snyder, etc. Il est très prétentieux en même temps à côté, tu vois. Et j'ai bien aimé sa critique parce qu'elle est à nouveau très prétentieuse et un peu troll. Et en même temps, il est défendu par les autres critiques qui disent c'est bien qu'il y ait un mec qui soit pas d'accord. Mais bon, voilà. Il en faut des gens comme ça. Et il dit les accros de Marvel sans éducation qui n'ont jamais entendu parler de Kafka, Buñuel ou Chuck Jones tombent facilement dans le piège de la farce anthropique. Attention, monsieur. Ah oui, il est très. C'est ça. Alors, pour le coup, Kafka et Chuck Jones, Buñuel, je connais de nom, mais non. Et puis Chuck Jones, ça va, enfin, je veux dire, c'est Bugs Bunny, quoi. Je veux dire, je sais pas à quel point il se fout de la gueule du monde en faisant cette vanne, mais en faisant cette critique, mais. Il a juste balancé des noms comme ça, et puis voilà, quoi. Je sais pas. Mais je suis content qu'on cite quand même une fois Armand Dwight, parce qu'il est assez connu dans les critiques américains comme étant le mec qui dit des trucs pour énerver tout le monde. En tout cas, qui énerve tout le monde. Et il a des choses intéressantes des fois à dire, justement, sur... Comme il est noir, il a des choses intéressantes à dire aussi sur la tentation des noirs au cinéma. Et que des fois, tu vois, typiquement, il n'a pas du tout aimé Black Panther, qu'il a trouvé très... Cliché. Même pas très...
Pompeux. Regardez, bah, tu vois, tu parlais de fanservice. Un peu du Ah. fanservice, mais dans le sens. Bah, ils ont tout mis, hein. Ils ont fait la totale, hein. Tout ce qu'ils pouvaient mettre, ils ont mis, hein. C'est ça, et ils trouvaient un peu facile, en fait, je crois. Et là-dessus, je peux pas lui donner complètement tort, honnêtement. Même si le film est pas pire qu'un autre Marvel, Non, que d'autres il est Marvel. très mais divertissant, quoi. c'est ça. Mais c'est pas l'événement de diversité raciale qu'il a été promu comme étant, tu vois. nécessairement. Bah, je crois que certaines personnes ont vraiment. Ils l'ont vécu c'est comme ça, et ouais, c'est c'est peut-être ça. ça qui est important, ouais. Bah, t'as- Comme Crazy Rich Asians, finalement. C'est ça. Que j'ai pas vu, t'as vu? Non. Peut-être que je regarderai, je suis curieux. Et ils se sont retrouvés d'ailleurs dans Everything All at Once, il y a aussi un mec de Crazy Rich Asians, Ouais, le mec, Raccoon, là. ouais, le mec de Yakuni, Ouais. exactement. Et ils se sont retrouvés dans un épisode de je sais pas quoi, entre Kiwi Kwan, James Hong et Stephanie Su aussi. Une série qui est maintenant produite par Disney+, qui est aussi centrée sur les familles asiatiques et tout ça. Apparemment. Vous me direz si c'est bien dans les commentaires. J'essaye, hein. Ouais, ouais, On n'a pas beaucoup de commentaires. Tu lances des perches, hein. C'est ça. Bah oui, j'ai pas posé ma question à la con. Alors, à la base, moi j'en avais des intéressantes, mais je me suis dit, ça va de toute façon prendre longtemps de parler de ce film, donc je me suis dit, ma question à la con, je vais la faire simple. Est-ce que t'aimes les bagels, Gab? Oui. C'est quoi ton bagel préféré? Le classique. C'est-à-dire? J'en sais rien, moi, j'ai mangé 33 fois de mettre des bagels dans ma vie, donc Mm. j'en sais rien. Je sais pas, j'ai vu des bagels. Non, j'aime bien avec un peu de céréales par-dessus, du sésame ou un peu comme Everything. ça. Ah, du pavot peut-être aussi. Ouais. Everything. Mais c'est vrai qu'au niveau toppings de bagels, je connais pas 36 000 non plus, quoi. Ouais, voilà. Moi, quand il dit classique, enfin, moi, ce que je considère comme le classique, c'est. Bah, sans rien, quoi. Le classique, enfin, sans rien, des fois. Ah, à l'intérieur, tu dis? Non, dedans, dessus. Sans rien. Il y a, Ah, ouais, y a ouais. pas de déco, quoi. Enfin, Ok, y a ok. pas de toppings, quoi. Mais dedans, ouais, je te Ah, dis. dedans, je sais pas, il y a quoi dedans? Ah, tu veux dire, genre. Comme un ah, sandwich, tu vois. ok, ah, bah j'aime bien celui au saumon alors. Ouais, pareil. Voilà. Saumon crème fraîche, là, Ah, enfin, ouais, comme très bon, ouais, c'est vraiment le cream classique, cheese, là. classique new-yorkais. C'est ça, bah c'est juif aussi. Ouais. Ah! Justement, j'ai essayé de regarder. Daniel Scheinert, il serait pas juif avec un nom pareil? Bah, c'est possible, hein. Après. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Mais le film est accusé d'antisémitisme. C'est Parce que, vrai. évidemment, quel film n'est pas accusé d'antisémitisme? Excusez-nous, hein, messieurs, dames. Oula, t'es colère là? Essaie de. Bah, quand même un peu. Tu saurais dire pourquoi? Tu saurais deviner pourquoi? Pourquoi, de quoi? Pourquoi le film est accusé d'antisémitisme? Ah, Un personnage dont on n'a pas parlé. Actuellement, un personnage secondaire. Big Nose, elle l'appelle la mère. C'est la meuf qui a son petit chien en poussette, etc. Ah, Et la mère l'appelle Big Nose. Ah, c'est une actrice relativement connue. Mhm. C'est, Que je connaissais pas, mais apparemment Ouais. elle est assez connue, ouais. Qui est du coup d'origine juive aussi. ah. Et qui apparemment, dans ce rôle-là, représente un peu des clichés de la princesse juive, comme ils appellent ça. Sérieux? Jewish Princess, un peu. Ah, moi, j'ai pas les rêves de tout ça. Mais moi non plus. Et plein de gens l'ont pas, et apparemment, les Moi, Daniels ne se sont pas rendus compte. Pour non moi, plus. c'est juste la connasse, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et encore, ça va. Et encore, ça va, parce que, ouais. en plus, Elle vient à la fête à la fin. Ouais, puis elle est très secondaire, quoi. Enfin, Ouais. très secondaire, c'est juste qu'elle traitait un peu mal son chien, quoi. Voilà. Et moi, il me fait aussi penser que c'est du coup dans la tête de Evelyn, parce qu'en vrai, elle aurait jamais fait ça, la pauvre. Bref. Mais bref, C'est vrai, c'est un chihuahua, donc il lui faire mal, mais c'est pas un chihuahua, Ouais. c'est un shih tzu, je crois. Je sais pas. un petit truc qui braille. Qui aboie, quoi. ouais. Mais du coup, la polémique était faite sur le fait qu'on l'appelait Big Nose et qu'elle représentait un peu des clichés, etc. Et les Daniels ont réagi de manière très mature, ils ont dit ah, c'est vrai qu'on n'avait pas vu. Alors que pourtant, notre film il est un peu sur la microagression, sur le fait qu'on peut être violent avec les autres, même sans avoir l'intention d'être mauvais. Et du coup, bah. Ouais, mais c'est ce My qu'ils bad, aiment. quoi. Ouais, c'est ce qu'ils Et aiment. ils ont changé le nom dans le générique de Big Nose à Dog Mom. Et puis, il n'y a pas les amis des chiens qui ont dit mais non, non. Non, malgré ce que Fred dit, hein, ils sont pas aussi. Mais donc voilà, ouais. J'ai pas cherché ça, j'ai juste cherché si Daniel Scheinert était juif parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, Bagel, c'est très juif. Enfin, c'est de la culture juive américaine qui est devenue un peu universelle, comme beaucoup d'autres choses de la culture juive américaine. Et du coup, j'ai été vérifié et je suis tombé là-dessus. Bref. Les autres questions à la con que je voulais poser si on avait plus de temps, c'était soit parle-nous d'une vie alternative que tu as vécue, que tu n'as pas vécue du coup, dans les commentaires. Hein. Parlez-nous de votre vie alternative que vous n'avez pas vécue. Ou c'est quoi ton kung-fu, toi? C'est quoi ta... Ça, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas si t'as une réponse là. Genre la procrastination. Tu rends le monde meilleur en procrastinant. Peut-être, hein, ça dépend ce que t'as prévu. Hein. Repousser toujours le bordel à plus Après, tard. si t'as prévu un truc dangereux, franchement, imagine, Hitler, il a des problèmes de procrastination, tout le monde serait content. Ouais, t'as vu? C'est ça son kung-fu. C'est ça. Non, moi je pensais, en vrai, c'est ça, moi, mon kung-fu. Ouais, c'est ça. Discuter.
c'est discuter, et Avec puis les même... copains. Ouais, et essayer d'enrichir un peu la manière dont on apprécie le cinéma et la manière dont on... Parce que le cinéma, c'est que des messages envoyés au monde, finalement. C'est des messages in a bottle, comme dirait l'autre. Après, des fois, il y a des plus ou moins grands messages quoi, dans les films. Exactement. Des fois c'est marqué Prout, hein, comme dans Swiss Army Man. Mais honnêtement, je trouve que c'est un truc riche, et je pense que c'est comme ça que je trouve une manière d'améliorer les choses. Et oui, la discussion, en général, dans la vie de tous les jours, ouais, je pense que c'est une de mes forces, quoi. Et moi, si je dois te donner un peu de ton poufou à toi, selon moi, c'est ta grande capacité à dire OK, à dire ah ouais, je suis partant. En vrai, à être présent. En vrai, et honnêtement, c'est déjà, comme on en parlait, hein, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc merci. Ouais. Plaisir. On va passer aux notes. Je vais te laisser commencer puisque c'est moi qui ai choisi le film. Bah, 10. Hein. C'est un des Eh films ben. marquants de ces dernières années pour moi, en tout cas. Donc, 10. T'as l'air trop saoulé de dire 10. Ah, ça fait chier, hein. J'aime pas les 10. Moi, je suis plutôt genre 7, tu vois. T'es le prof de français, tu vois, jamais Ouais, 10. La perfection n'existe pas. Non, 10, parce que voilà, c'est un film qui me parle. Encore une fois, hein, je l'ai dit avant, au niveau de la liberté qui a été prise durant le film, non, il est fou ce film, quoi. Enfin, non, il... 10. Voilà, quoi. Moi, je pense à finir par la note et à commencer par la justification plutôt. Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de suspense, hein, c'est très 10. Pas tortiller du cul, là. Mais, hein ah, on va tortiller du cul pour chier droit, ouais. Ce qui est une très jolie expression, j'aime beaucoup. Et qui plairait sûrement à Daniel aussi, par les français. Et voilà, ouais, il y a un peu ce que tu dis. C'est un film de petits cons, comme je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait off. Il y a un côté où ils ont juste fait ce qu'ils voulaient, et puis si ça te plaît pas, ben tant pis. C'est ça. Et ça, c'est agréable. Et ils l'ont fait comme d'une manière qui est beaucoup moins prétentieuse que le font beaucoup d'autres auteurs. Comme moi, je la sens comme prétentieuse, ce qui n'est pas nécessairement juste. C'est encore une des ressentis, quoi. Exactement. Mais je trouve qu'ils l'ont fait de manière... en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que souvent dans la culture et dans les trucs un peu codifiés, les trucs un peu d'art élevé, il y a un peu ce côté gardien du temple, tu sais, où il faut connaître les références, il faut avoir lu Sartre, vous voyez. Oui, il n'y a pas une forme élitiste du truc, ils le prennent... Exactement, c'est pop, comme tu disais. C'est très pop. Ouais. C'est ça, c'est la culture et la philosophie qui s'adressent à tout le monde, par le biais de l'émotion et pas par le biais de... il faut relire tel auteur, etc. Il y a vraiment un truc... Hein, exactement. Et pour moi, il y a aussi. Alors que je pense qu'eux, ils aiment beaucoup les paix. Exact. Ils aiment beaucoup les anus, c'est tout ça. C'est ça. Regarde, un bagel finalement. Hein. Mais il y a aussi un truc que j'apprécie, c'est que pour moi, c'est exactement ça que j'aime dans le cinéma en fait. C'est du divertissement qui a quelque chose à dire. Qui cache quelque chose de pas nécessairement hyper profond, parce qu'en soi, comme tu disais, c'est un peu cucu, hein, presque. C'est assez bête à dire, c'est assez simple à dire. C'est pas parce que la recette est simple et que tout le monde la connaît que ça vaut pas la peine de la rappeler. Et avoir cette chose-là à dire, tu vois, c'est comme Starship Troopers, où derrière un film d'action à la con, le message c'est la guerre et les nazis c'est mal. C'est quand même vachement plus subtil que presque tous les autres films qui disent que la guerre c'est mal, quoi. Et c'est comme là, je trouve beaucoup plus subtil que beaucoup d'autres films qui pètent plus haut que leur cul et qui t'expliquent que l'amour c'est bien. C'est con, hein, c'est ça que dit le film. L'amour c'est bien. Et il le fait derrière, il le fait avec des dildos, avec des ratons laveurs. Et... Des doigts en saucisse. Exactement. Des cailloux qui parlent, enfin, qui pensent. Du coup, on s'emmerde pas, on n'est pas là en train d'écouter Romain Duris qui est triste, tu vois. Ouais, j'aime bien Romain Duris en plus. Romain Duris, tranquille, ça va. Oui, ça va. Mais voilà, je trouve rendre des choses qui sont philosophiquement relativement importantes à dire, assez élevées, les rendre accessibles, je trouve ça important, je trouve ça cool. Le film est fun, le film est touchant, le film est réussi, parce que c'est plein de paris qui sont pas évidents à réussir, et je trouve très réussi. Donc, ouais, clairement un 10. C'est un de ceux où il y a le moins de doute pour moi sur un 10. Donc voilà. En l'occurrence, ouais, c'est une évidence pour moi pour Everything All At Once, quoi. Parce que je vais essayer de l'articuler une fois de temps en temps parce qu'on se moque de moi quand j'en parle. Everything, Everywhere, All At Once. Ah, c'est ça. Voilà. Bah, dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Ça ferait plaisir. Voilà, encore une fois. Tu dis un peu... hein, bah là, on arrive vers la fin, et puis c'est les notes, c'est normal. C'est la tradition. Comme le veut la tradition. Mettez des likes. Ouais, oui, tu vois, c'est pour ça. C'est ça. C'est que j'en venais à ça. Abonnez-vous. Mettez des likes, abonnez-vous. Faites des dons. Non, faites des dons. C'est que c'était Mike qui disait toujours ça. Voilà, mais là, j'ai recréé un compte Instagram. Suivez-nous sur les réseaux.
On a un TikTok maintenant. Ouh, Ouais. waouh. Et voilà. C'était un plaisir d'en discuter. Merci de nous avoir suivis. Merci Gab d'être venu. C'était cool d'en discuter avec toi. C'est bien. Et puis, ouais, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous verrons. Et pas encore. Pas encore. Ton ami, c'est moi. Tu sais. Je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton pote disait. Oui, je suis ton ami.